Vous écoutez la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie de moi, Mathieu Prévost, votre animateur. Et je suis avec mon fidèle compagnon, mon co-animateur, Max. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi, Mathieu? Ça va très bien. Écoute, ça fut des grosses vacances. On est parti pendant 3 semaines. Ouais. C'est pas rien. En plus, on a choisi des semaines très chargées en matière de cinéma. Il y a eu le Comic-Con qui a donné beaucoup de nouvelles. On en a fait un tri parce que reprendre 3 semaines de nouvelles, on peut pas se faire une seule émission. On perdrait 1 heure et demie juste avec les nouvelles. Définitivement, là. Et donc, mais on a pris des plus intéressantes. Et aussi, on va parler d'un des plus gros films du moment. Le dernier Mission Impossible Fallout, ou en version québécoise, Mission Impossible Répercussion, et qui est le Cinémopus, on en reparlera tantôt. Et on va parler entre autres de super-héros, et on va parler aussi du Comic-Con, évidemment. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques, et comme chaque semaine, on commence par ce qu'on a vu et écouté. Alors, je vais laisser Max commencer. Max, qu'est-ce que tu as vu durant les dernières semaines? Tu sais, dans le fond, dans la vie, on fait plusieurs choix. J'ai écouté plusieurs choses, mais vu que je trouve que c'est pas tout intéressant à parler, je vais aller qu'est-ce qui m'a vraiment plus perturbé, ravi, et ce qui m'a semblé le plus intéressant à parler au show. Je vais commencer par le pire. En fait, j'ai écouté le film Mother avec la belle Jennifer Lawrence. Dans le fond, c'est un film assez bizarre en soi. Je pense que c'est un film qui a clairement deux sous-entendus. Et dans le fond, c'est un film clairement d'auteur parce que l'auteur venait de se séparer et ça se sent beaucoup dans l'œuvre. Dans le fond, pour résumer vite l'histoire, c'est Jennifer Lawrence et son mari qui vivent dans une petite maison en campagne. Et Jennifer Lawrence rénove la maison pour que ce soit leur petit coin de paradis à eux autres. Et, excuse-moi Mathieu, tu m'as fait des trucs qui m'ont fait rire. Dans le fond, c'est ça, il y a un petit coin de paradis à eux. Et son chum à elle, il est écrivain, il a le syndrome de la page blanche. Et dans le fond, à ce moment-là, Jennifer Lawrence va comme être perturbée parce que son mari va laisser entrer des inconnus, qui est une petite famille, dans la maison. Ça comprend Monsieur Harris, j'oublie son nom, et Michelle Pfeiffer. Oh! Oui, quand même, il y a vraiment un gros casting dans ce film-là. Et ceux-là vont s'introduire dans la maison en étant comme si ils faisaient partie de la famille Jennifer Lawrence. Et le film devient vraiment bizarre après comme 3/4 du film, là, mais le film change de ton complètement et devient limite psychédélique. Il y a beaucoup de scènes assez étranges pendant le film qui m'ont laissé perturbé. Il y a clairement deux niveaux de lecture, mais je me suis demandé, j'ai l'impression que le film a besoin d'un fil conducteur, ce que le film ne possède pas du tout. On se perd rapidement dans le film, c'est dur de rester captif par tout, genre, toutes les intrigues du film. J'ai vraiment la misère à le recommander. C'est un film... Écoutez-le, vous allez vous faire vous-même une propre opinion, mais je suis clairement pas convaincu par cette œuvre-là. Ben, il a été très critiqué comme film, il a fait beaucoup jaser. Il était au Razzie. Il était au Razzie, entre autres, oui. Et, écoute, je sais que tu l'as écouté pendant une date. Et ouais. Pas sûr que c'est peut-être la meilleure des idées comme film. Ben, elle puis moi, au lieu de se frencher, on se posait plus de questions comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe ça, tu sais? C'est drôle. Sinon, par après, j'ai écouté un film justement avec cette même fille. On a écouté le film Step Brothers, je sais pas si tu te rappelles, avec Will Ferrell. Ah oui! Ouais, le film a eu fêté ses 10 ans il y a comme une semaine et ça m'a fait penser que j'avais le goût de le réécouter. Et c'est un film qui me fait incroyablement rire. Là-dedans, Will Ferrell, il est comme, je suis habitué qu'il soit comme l'idiot de service, mais oui, il est épais dans le film, mais il est très sensible comme personnage. Genre, je me rappelais pas de ça du tout. Et ça amène vraiment à des moments cocasses. Juste à titre d'exemple, quand ils vont monter un lit superposé eux-mêmes avec des planches. Puis là, t'as juste comme... Will Ferrell qui se couche sur le lit en dessous. Puis t'as l'autre qui embarque dessus en disant « Yeah, ça va être malade! » Puis le lit tombe sur Will Ferrell. Puis t'as Will Ferrell qui est comme « Ah! » Puis là, l'autre est comme « Ah, mon Dieu, je viens de tuer mon frère! » Tu sais, ça amène vraiment il y a vraiment des bons bouts de même dans le film. J'ai vraiment beaucoup ri. Dans le fond, pour résumer vite, c'est deux familles recomposées dans le fond. T'as la mère avec son gars, puis t'as le père avec son gars aussi. Mais les deux enfants en question, ben, ils ont comme 40 ans. Puis ils vivent encore chez leurs parents. Et ça va amener le fait que les deux parents vont décider de se marier ensemble et qu'ils vont devoir cohabiter tout ensemble. Fait que ça amène vraiment des moments saugrenus, mais j'ai trouvé ça vraiment comme
j'ai trouvé le concept cool. Là. C'est vraiment... souvent, les comédies, pour qu'on comprenne bien, il faut qu'il y ait une prémisse claire. Et une prémisse claire, ça aide beaucoup les studios à avoir des bons films. J'adore cette comédie-là. C'est une des comédies que je trouve tellement drôle. Je ne m'attends jamais de l'écouter, puis je l'ai tout le temps à chaque fois. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mais c'est une très bonne comédie. Je dirais que c'est une des meilleures dans les dernières années de Will Ferrell. Parce que je dirais que dans les dernières années, j'ai trouvé qu'il perd un peu en qualité. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça. Mais à part le présentateur vedette 2, les derniers films qu'il a fait, j'ai trouvé qu'il n'était pas aussi drôle qu'avant. C'est quoi le dernier film qu'il a fait? À peu près. Il en a fait un qui engageait Kevin Hart parce qu'il s'en allait en prison. Ah oui, il voulait se sauver en prison. Puis il y en a un autre, ils ont besoin d'argent pour aller sa fille à l'université. Fait qu'il fait un casino en clandestin dans son sous-sol. Ah oui, je l'ai pas vu ça encore. C'est vrai que c'était pas bon. Hein? Je l'ai vu. Ben écoute, c'est pas le plus drôle de Will Ferrell. C'était un peu drôle, mais ça manquait de saveur. Puis le plus récent, je crois que c'est Mon beau-père 2 avec Mark Wahlberg. Que j'ai pas eu non plus. Celui-là, il était vraiment au-dessous du premier. C'était le même genre d'humour, mais il répétait des gags. C'est ça. Ça se recyclait, là. Ouais, voilà. Mais bon, Will Ferrell reste un très bon acteur comique. Moi, j'adore beaucoup. Sinon, pour finir, j'ai une série que je suis en train de... Il me reste 15 minutes à écouter pour finir la saison 1. C'est la Casa de Papel. J'aime ça tellement, cette émission-là. Je te allé un souper vendredi, puis je disais, hey, j'ai écouté une série sur Netflix, je trouvais ça super bon. Ah ouais, c'est quoi? La Casa del Papel. Dans le fond, pour résumer, c'est quoi? Dans le fond, c'est une équipe de cambrioleurs qui vont embarquer dans une genre de banque, qui vont tenir en tout 67 otages. Shit. Et dans le fond, qui ont tous chacun leur propre personnalité, mais ils ont un plan très, très, très préétabli, pratiquement sans faille. J'y viens pratiquement. Et dans le fond, ça va amener vraiment une tension, vraiment... Parce que la série ne se limite pas juste en cambriolage. Le groupe de cambrioleurs, oui, ils veulent de l'argent, mais ils veulent aussi envoyer un message au gouvernement, genre à quel point que... Parce que, pour résumer, il y a une personne X, que je ne nommerai pas, qui est dans, qui est dans les otages et qui est plus importante, entre guillemets, que plusieurs personnes, que plusieurs otages. On va dire ça comme ça. Et dans le fond, ils vont demander à Mané de libérer cette fille-là au lieu de 8 otages. Mais ils vont en profiter pour mettre les 8 à passer ça aux médias que, ah ouais, checker ça, ils préféraient en sortir une que 8. Oh boy. T'sais, ça amène beaucoup des dilemmes comme ça. Fait que j'ai vraiment, à date, là, je le binge-watch. Je trouve ça excellent. Pour vrai, là, c'est pour une série espagnole qui est traduite en français. C'est vraiment, vraiment excellent. Là. Je vous le recommande fortement. Je comprenais pas tout pourquoi tout le monde tripait. Là, après l'avoir écouté, là, ça, c'est une série match, je suis sûr que t'aimerais, puis tu le finiras probablement moins de 12 heures. Ah, tu me connais bien. Effectivement, j'en avais entendu parler. T'es pas le premier qui m'en parle. Je l'avais pas remis sur ma liste à écouter, mais elle est pas loin. J'ai 2-3 autres séries. J'ai Black Mirror, qu'on me parle de plus en plus, qui est en haut de ma liste. Ouais, j'ai écouté. Je pensais avoir fini la saison 4, puis il me restait un épisode. Hein? Puis c'était qu'une des actrices de Black Panthers. Oh! C'est bien ça! Attention, attention. Bref, c'est tout ce que tu as vu? Ouais, ben, oui, je trouvais qu'il était digne de mention, Mathieu. Voilà. Alors, je te laisse aller à ton tour. Pour ma part, moi aussi, j'ai fait un tri parce que 3 semaines, il y a beaucoup de choses qu'on voit en 3 semaines. Ouais. Outre le fait que je suis en train de me faire un marathon d'une série que j'ai déjà écoutée, que j'ai écouté pour la deuxième fois, qui est Burn Notice, que j'ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Et que j'aime. Je suis juste curieux, t'as-tu été au cinépark hier, hein? Non, vu que la température n'était pas propice, on est sorti dans un bar à Sainte-Thérèse de Prohibition. Ah, j'adore ce bar-là. C'est la première fois que j'y allais, c'est vraiment bien. T'as-tu déjà été pendant les quiz? Non, c'est la première fois que j'y allais. Ok, faut vraiment que tu y ailles pendant les quiz. Ça, là, tout c'était prêt, là. Ah ouais. Ouais. Je le prends bien note. J'ai bien aimé l'ambiance. C'est une bonne place. Bref, pour revenir au cinéma. Ouais, excuse-moi. Je suis quand même allé au cinéma dans les dernières semaines. J'ai vu Le Justicier 2, ou en version originale, de Equalizer 2. Encore mieux, Denzel Washington fâché avec un gun 2. Exactement, c'est la suite du premier film avec Denzel Washington, qui fait un peu comme les autres personnages qu'on a pu voir récemment au cinéma, comme Jack Reacher avec Tom Cruise ou Keanu Reeves avec John Wick. On a ici un personnage solitaire qui a un passé sombre et qui a des compétences hors normes et qui est capable de se défendre et il aide les plus démunis dans ce cas-ci. Et j'avais beaucoup aimé le premier film parce que ça montrait un personnage plus humain, plus proche des personnes, contrairement à John Wick ou Jack Reacher, qui sont plus froids comme personnage, plus inhumain. Dans ce cas-ci, il jase avec le monde, il aide les démunis. Il a son sourire, il sourit souvent. Denzel Washington, il a son fameux sourire mythique. Et j'ai écouté le deuxième,
que j'ai quand même beaucoup apprécié. Je sais que la critique l'a moins aimé que le premier. C'est normal, souvent les suites, c'est moins bon. En plus, c'est la première fois que Denzel Washington faisait une suite, c'est quand même pas rien. Mais j'ai apprécié le film, je suis sorti là, puis j'étais content. Puis j'étais content, j'ai pas perdu mon temps, puis j'ai aimé l'argent que j'ai investi. On passe un bon moment, puis le film, il se détache des autres films d'action qu'on voit ces temps-ci. Il y a beaucoup de films d'action qu'on voit ces temps-ci, exemple avec The Rock, où il fait tout exploser, puis il y a des tirs partout, puis il a l'air quasiment surhumain, puis il n'y a pas vraiment d'émotion, pas vraiment de scénario. Et des films comme ça, c'est rafraîchissant, parce que c'est plus profond, on s'attache plus au personnage. Oui, c'est pas le film avec la méga action non-stop pendant 2 heures de temps, mais ça s'écoute très bien, puis il y a une belle morale, puis on aimerait ça qu'il y ait une suite parce que on prévoyait faire une saga. Pour l'instant, le 3e n'est pas encore annoncé, vu qu'il vient de sortir le 2e. Je sais qu'au box-office, le film s'en sort très bien. Ouais. C'est bon signe, parce que j'aimerais savoir une suite, parce que c'est vraiment très bon comme film. Puis c'est basé sur la série du même nom, que je ne connaissais pas à la base, qui m'intrigue. Ouais, c'est basé sur quelque chose. C'est basé sur une série des années 80-90. La majeure différence, c'est que le personnage était blanc dans la série, et là, il est noir. Mais outre ça, c'est essentiellement le même principe. Et ça m'intrigue de plus en plus de voir cette série-là. J'avais déjà vu un épisode ou deux à Prise 2 à l'époque. Et j'avais pas trop accroché, mais là, le personnage m'a vraiment marqué, donc j'aimerais ça le revoir. J'ai vu aussi le film Rampage. J'en entendais parler de tous les côtés dans mon entourage de ce film-là, qui est un des derniers films en date de The Rock, de Dwayne Johnson, qui fait un film aux 3 mois environ, si on calcule ça comme ça. Et ce film-là avait été critiqué pour sa qualité. Car d'habitude, Dwayne Johnson, c'est signe de qualité, si je peux dire. Ouais. Récemment, je parle pas dans le début de sa carrière, là, avec la fée des dents. Mais, mais là, Rampage, c'est basé sur un jeu vidéo du même nom, qui est dans le fond, c'est un jeu où on était des monstres qui détruisaient des villes. Le concept était assez basique à la base, mais ouais. Mais le film, ils ont voulu mettre un scénario, ils ont voulu rendre ça plus complexe. Donc, dans le fond, pour mettre en contexte, c'est une compagnie, Energizir, je crois, qui a avancé dans la technologie de modification génétique et ils en ont fait des armes. C'est la nouvelle course à l'armement du 21e siècle. Et pour faire des tests, ils ont fait ça dans l'espace, dans une station spatiale. Mais ils ont perdu le contrôle et la station a fini par exploser. Et les produits sont trouvés sur Terre dans 3 endroits précis aux États-Unis. Parce que, tu sais, ça avait juste les États-Unis qu'il y a une petite qui explose. Évidemment. Et ça touche 3 animaux qui étaient là. Un gorille albinos, un loup, puis un crocodile. Donc 3 monstres. Et tout le long du film, les monstres vont évoluer, ils vont se transformer. Sauf le gorille qui va juste grossir. Mais bon, ça c'est un détail. Et entre ça, eh bien, on suit Dwayne Johnson qui est primatologue. Et oui, Dwayne Johnson était spécialiste des primates. Ancien, évidemment, militaire, parce que sinon, il n'y aurait pas de sens. Fait que c'est un ancien militaire qui s'est reconverti en primatologue. C'est pleinement logique. Et il va... Je connais un autre gars. Écoute, il était ancien militaire. Il a perdu une jambe. Puis il est devenu agent de garde dans une tour. Coudonc, ça me rappelle quelque chose. Ah, c'est vrai. Bon, bref, dit. Il va tout faire pour protéger son ami le gorille, parce que le gorille, c'est son ami. Et... c'est raciste. Ben oui, puis ça a un gorille blanc en plus. Ah, mais ils ont osé. Ouais. Et il va tout faire pour... Il va affronter l'armée américaine pour les empêcher de détruire les monstres. Et en mettant les monstres, eux, vont s'amuser à détruire la ville, parce que c'est le concept. Et finalement, Dwayne Johnson, en tant que Dwayne Johnson, va péter la gueule aux monstres à lui tout seul, parce que l'armée américaine n'arrive pas à battre les monstres. Fait que Dwayne Johnson arrive là avec sa petite mitraillette et il va sauver le monde des monstres. Mais est-ce que, genre, c'est comme plus proche de San Andreas 2, genre? Avec des monstres à la place, genre? Ça peut être des monstres, ouais, c'est le principe. Le scénario il est assez limite. Il y a beaucoup de stéréotypes. Je veux rien spoiler, mais à un moment donné, Dwayne Johnson se bat contre des gardes et il empoigne par le cou pour l'assommer. Il essaie de il fait la prise de l'ours. Il dit « Arrête de te débattre, je suis trop musclé. » Correct, c'est drôle, ça. Tu comprends, là? C'est comme, ouais. Puis, même chose au début, il y a genre une fille blonde, tu sais, là, full sexy. Puis elle commence à le cruiser, puis il est comme, non. Puis il s'en va, genre. Tu sais, quand t'es The Rock, tu peux. The Rock fait tout le temps ça dans tous les films, là. C'est son stéréotype. Bref, c'est quand même un bon film d'action, mais c'est pas le film du siècle. Puis il souffre beaucoup de problèmes de scénario, mais aussi d'effets spéciaux. On voit à la fin du film qu'il est entouré de fond vert. Tu le regardes, tu le vois qu'il regarde autour de lui, puis tu le sens qu'il est entouré de fond vert. Tu sens que c'est pas crédible, mais dans l'ensemble, c'est un film d'action intéressant, mais assez ridicule pour beaucoup d'éléments. On va facilement l'oublier, malheureusement, mais ça vaut le détour pour voir l'action. C'est quand même incroyable de voir des monstres géants se battre dans une ville. Mais c'est ça que The Rock, quand il s'est assez boulé le scénario, il a pas de faire. C'est brillant. C'est brillant. Y a-tu des petits easter eggs comme quoi ça vient du jeu ou? Ben oui, on fait des clins d'œil. Moi, je connaissais pas vraiment le jeu, je connaissais le jeu du nom. Y a-tu genre une scène que tu vois des monstres, puis genre c'est comme de côté?
Je suis pas certain, mais je sais qu'il y a quelques clins d'œil à l'univers des monstres, la façon qu'ils se battent, qu'ils détruisent, puis les scènes de combat. Est-ce qu'ils mangent des humains? Entre autres, je vais rien spoiler, mais Ouais, parce que je sais que ça mange des humains dans les jeux. Ouais, c'était très choquant, je le savais pas, puis dans le film, c'est très choquant. Mathieu était outré. Mais dans l'ensemble, ce film à découvrir, mais il souffre beaucoup de stéréotypes, scénario assez moyen. On voit que John Johnson l'a fait pour le fun, mais c'est pas. Ça peut être plus gros que ça, mais c'est quand même basé sur un jeu vidéo assez simple à la base. Ouais. Donc voilà. J'ai enfin fini la série La fin du putain de monde en français, ou The End of the Fucking World, qui est une série d'une saison actuellement, de 8 épisodes de 20 minutes chaque, donc tu vas adorer ça vu que c'est très très court. Et c'est basé sur un comic britannique, très sombre, très gore. Et dans le fond, j'en avais déjà parlé au podcast, je l'avais commencé. Et, Combien d'épisodes? 8 épisodes de 20 minutes chaque. Ah, c'est bon. J'ai quasiment le goût de le commencer juste parce que tu m'as dit ça. Genre. Écoute, ça se coûte super vite, super bien. Puis dans le fond, on suit deux personnages pour mettre en contexte. On suit un gars, un jeune ado qui se croit psychopathe. Et il veut découvrir vraiment s'il est psychopathe ou pas. Et sa route va croiser la route d'une fille qui, elle aime pas sa vie puis elle veut quitter sa vie. Fait que les deux vont partir dans un road trip à travers l'Angleterre pour se retrouver dans le fond. Et ils vont vivre mille une aventures qui sont assez... Cocasse? Hein? Cocasse, voilà. Et assez particulière, je dirais. C'est assez troublant. Chaque épisode a une twist finale assez troublante. Et à chaque fois, tu te dis ça peut pas être pire, mais ils trouvent toujours moyen de rendre ça pire. Est-ce que c'est gore, vraiment gore ou... Ben, c'est sombre, mais gore... À quelques reprises, oui, mais c'est peu présent le gore, mais c'est une série très brutale. Tu sais, il va y avoir de la violence, il va y avoir beaucoup de sexualité, mais tu sais, on verra pas de scène de sexe, mais je veux dire, il y a beaucoup de mentions de ça. À un moment donné, il y a un personnage qui essaie d'en violer un autre. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, un peu. Et puis la fin, écoute, la fin te laisse, là, ça finit mon soir là, t'es comme, hein, ça finit de même. On était comme on était sur l'adrénaline, on était comme, ben voyons, ça peut pas finir comme ça. On était comme, mais non, en fait là, on attendait la fin du jeu, on était comme, mais non, c'est impossible. La fin, elle te laisse, elle titille les jambes, mon ami. Ça, écoute, c'est. Puis, les réalisateurs ont dit qu'ils voulaient faire une saison 2, mais Netflix l'a pas encore commandé. Mais ce serait vraiment cool parce que l'univers est vraiment très bon. Ben, ça a eu son petit succès à ce que je sais. Oui, ça a été vraiment très bien accueilli. Je pensais qu'avec peu de temps comme ça, c'est dur de s'attacher au personnage, mais bien non. En 8 épisodes de 20 minutes, on s'attache vraiment bien au personnage. Il y en a quand même quelques-uns, mais pas beaucoup, parce que c'est quand même une courte série. Mais chaque personnage emmène quelque chose d'intéressant à la série. Puis en mettant, ça fait un beau parallèle aussi, quelques beaux parallèles avec notre société. Parce que tout le long de la série, mettons, la fille va dire « Oh, mon père, c'est la même personne au monde, c'est mon héros, tout ça. » Puis tout le long, elle va comme l'idolâtrer. Puis tu réalises que dans le fond, le monde n'est pas comme on le voit. Tu sais, les enfants voient le monde merveilleux, mais le monde n'est pas merveilleux. Il est noir, il est sombre, il est trash. Puis c'est un peu ce parallèle-là, parce que les deux personnages vont devenir adultes à travers cette série-là. Donc c'est vraiment une bonne série à découvrir qui est vraiment... Dans les séries récentes qui sont sorties, là, ça se détache du lot pour son histoire. Son originalité. Son originalité aussi. Puis le fait que ça soit pas une série américaine, donc c'est tourné en Angleterre. Puis j'aime le décor. Ça fait vraiment différent aussi. Et il y a la majorité du casting n'est pas connue, mais j'ai noté qu'il y avait quand même une actrice connue. Puis elle joue un des personnages dans la série Emma Thrones, une actrice dans la série Emma Thrones, mais pour le reste, c'est pas très connu. Mais... Je sais que le jeune Kid Day est dans un des épisodes de Black Mirror. Ouais, aussi, entre autres. Mais pour l'ensemble, ce sont pas très connus, mais ils sont vraiment très bons. J'ai hâte de revoir ces acteurs-là quelque part. J'ai vu aussi... là, je vais juste faire une petite parenthèse, un petit pétage de coche. Parce que à chaque fois que mes séries se font annuler, moi, ça me met en... Pip! Comme tu sais, j'ai déjà défoncé un de tes murs de colère. Ouais, mais c'est correct, maintenant, j'ai l'air climatisé. Et là, écoute, je suis rendu chroniqueur à radio, chroniqueur cinéma, et j'ai fait des recherches sur des séries TV que je voulais parler. Et une des deux séries, tu vas seras pas surpris qu'elle soit annulée, mais l'autre, ça me fait vraiment chier. Et je fais un lien avec les nouvelles séries que j'ai écoutées. Et dans le fond, la série Timeless, que j'ai écouté 2 saisons, même pas un mois, qui est une série sur le voyage dans le temps aux États-Unis, qui était super bonne, a été annulée. Il prévoit de peut-être faire un film pour conclure la série, parce que la deuxième saison finit sur un twist vraiment énorme. Donc j'espère qu'il va y avoir une vraie fin. Et l'autre série, c'est celle que tu ne seras pas surpris, c'est Deception, que je t'ai déjà parlé, que tu avais quasiment pété une coche toi aussi dessus. C'est un magicien qui travaille avec la police. Oh non, ils l'ont fait disparaître. Oh! Après une saison de 13 épisodes, avec une twist assez bien à la fin, j'avais quand même apprécié la série. C'est pas une série révolutionnaire, mais j'avais quand même apprécié. Ben voyons.
Il y avait plus d'un tour dans leur chapeau pour Ah toi. ouais, c'est ça. Arrête, je veux pas. J'ai été annulé après une saison et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais c'est plus Timeless qui m'a fait chier que celle-ci. Ouais, parce qu'ils sont fait poser un lapin. Tu vas faire ça tout le long, hein. Et c'est pour ça que je me suis aventuré sur d'autres séries. Parce que tu voulais pas qu'ils te prennent pour un deux de pique. Ta gueule. Ta gueule. Et c'est pour ça que je me suis aventuré sur deux autres séries. La première, sans rapport avec Deception, c'est une autre série policière qui vient de commencer. Ah là, laisse-moi deviner le contexte. C'est un homme qui est autiste, puis albinos par la fois, mais qui a vécu un calvaire car sa femme a été tuée, puis de là, il devenait policier. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est loin et proche à la fois. Dans le fond, c'est la série Take Two qui est rendue à je pense c'est 6 épisodes, si je me trompe pas. Et c'est avec la belle Rachel Bilson. C'est elle qui joue dans Jumper. La fille qui joue dans le film Jumper. Ouais, Jumper, c'est loin un peu dans ma tête. Ouais, mais en tout cas, c'est le seul film que je l'ai vu dedans, c'est ça. Ok. Bref, c'est une belle actrice. Et dans le fond, Take Two, c'est quoi? On suit une actrice dans cette série-là. Ouais, ben. Qui est en plein déclin, qui est en plein déboire parce que son fiancé l'a laissé et elle est tombée dans l'alcool puis tout ça. Puis elle décide de vouloir reprendre sa vie en main. Et la série commence que sa manager lui offre un rôle de détective. Mais elle n'a pas d'expérience elle a des expériences comme dans des séries policières, mais elle n'a pas d'expérience en détective. Donc, elle met en relation avec un détective privé, le plus grand détective de New York. Et elle va le rejoindre et rapidement, ils vont se lier d'amitié et ils vont réaliser qu'ils ont besoin un de l'autre pour réussir les enquêtes. Donc, elle va finir par devenir plus ou moins, elle aussi, une détective et l'aider grâce à ses compétences d'actrice pour résoudre les enquêtes. Donc, à chaque épisode, c'est une enquête, c'est une série policière. Et à chaque épisode, on va voir les techniques qu'elle a appris en étant actrice et aussi en travaillant dans les séries policières parce qu'elle est connue pour jouer une policière dans une série policière. Et elle sert de ses compétences d'actrice pour réussir les enquêtes. Et ça peut paraître comme bas de gamme, bas de qualité, un peu comme Deception, c'est le lien que je voulais faire. Mais je trouve ça rafraîchissant comme série. C'est fait d'ailleurs par les producteurs de Castle. Ouais, c'est ce que je vois, là. Que j'avais déjà parlé ici, que j'ai pas fini la série parce que je me suis tanné après 6 ou 7 saisons. Elle a été annulée d'ailleurs, la série. Et c'est un peu le même genre, c'est léger, il y a l'humour est bonne, et ça se coûte très bien. C'est pas des lourds épisodes avec des gros enjeux. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien l'évolution des personnages. Je sais pas si ça va toffer plus qu'une saison, mais j'aime beaucoup l'actrice principale. Je trouve qu'elle est rafraîchissante comme personnage. Et l'acteur qui fait le détective, je connaissais pas, mais je l'aime beaucoup. Il y a un bon côté. Tu sais, son personnage est crédible. Et c'est vraiment une série, moi, je suis sérieux, c'est une mini-série d'été en ce moment que j'aime beaucoup. J'ai hâte à chaque fois qu'un épisode sort. Et ils réussissent toujours à renouveler, puis à rendre utile l'actrice principale, parce que dans le fond, c'est une actrice dans la série, donc il montre ses capacités, mettons, de déguisement, de déduction, parce que, tu sais, elle fait « Oh, j'ai déjà vu ça dans un de mes épisodes. Oh, ils font ça d'habitude dans les séries policières. » Tu sais, des trucs comme ça. Et c'est vraiment bien. Je sais que c'est pas ton genre de série, que toi, ça t'énerve. Ah, c'est pas mon genre, mais t'as le droit d'aimer ça, là. Mais c'est vraiment bon. Et ma deuxième série, ça pourrait t'intéresser, c'est Reverie. Et je vais te mettre en contexte. Imagine si... En fermant les yeux, tu peux te retrouver dans le monde idéal que tu voudrais. Tu voudrais être à la plage, dans le sud, pas de problème, ferme les yeux, tu vas y arriver. Tu veux revivre ton mariage, pas de problème, tu vas revivre ton mariage. Tu as perdu ton enfant, mais tu voudrais le revoir, pas de problème, tu fermes les yeux, tu vas revoir ton enfant, il n'y a aucun problème. Ça va me dire que c'est magique, c'est incroyable comme... Mais c'est juste les policiers qui peuvent faire ça. Qu'est-ce que c'est les policiers qui peuvent faire? Faut être magicien. Tu vas tout le long, tu vas faire ça. Bref, la série Reverie, dans le fond, c'est quoi? C'est que dans la série Reverie, il y a une compagnie, Oniratech, qui a créé la réalité virtuelle la plus poussée jamais existée. Dans le fond, c'est une puce qu'on t'injecte dans le bras et ça te permet de choisir comment tu veux que ça soit adapté. Et tu veux ça dire un mot, Apertus, A-P-E-R-T-U-S, et tu vas tomber inconscient et tu vas te réveiller dans un monde que tu as préétabli et toutes les sensations, tu vas les sentir pour vrai. Fait que si, mettons, tu manges quelque chose, tu te blesses, je sais pas moi, t'embrasses quelqu'un, tu vas le ressentir comme c'est vrai. Tu vas ressentir les émotions et tu peux revivre tes souvenirs ou des lieux que tu veux visiter. Donc, c'est vraiment ce que tu préfères. Tu vas me dire, c'est magnifique comme série. C'est quoi le but de cette série-là? Eh bien, la série, on suit Mara Kin, qui est une ancienne spécialiste des négociations pour la police, négociations d'otages, et qui, après une tragédie, a quitté la police et a donné des cours sur comment réagir en société. En tout cas, c'est assez flou là-dessus. Bref, est engagée par cette compagnie-là parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans ce monde-là que de revenir dans la réalité. Parce que leur vie est tellement poche, tellement triste, tellement lourde, qu'ils préfèrent vivre dans ce monde-là, mais en restant là-dedans, leur corps se dépérit, tombe malade, donc ils vont finir par mourir. Donc elle est engagée pour aller dans ce monde-là, puis les ramener dans la réalité. Donc chaque épisode, on a un candidat, et elle va aller explorer leur monde à eux, et les convaincre de revenir. Et c'est vraiment
touchant et profond comme série parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Parce que souvent, c'est des gens qui sont malades. À un moment donné, t'as une grand-mère qui a vécu la révolution, genre, je pense que c'est chilienne, puis elle va dans ce monde-là pour revivre sa jeunesse, puis tout ça. Et elle est en train de mourir parce qu'elle a le cancer. Puis là, c'est vraiment touchant, vraiment triste. Et puis chaque épisode, il trouve toujours un moyen de te venir te chercher, vraiment de te saisir. Et en parallèle, on voit l'évolution du personnage que je t'ai mentionné principal, qu'elle aussi a un passé sombre, comme j'ai mentionné, et que cette technologie-là l'aide aussi elle, à mieux revivre sa vie. Et tous les autres personnages qui sont autour sont vraiment intéressants. Et j'aime vraiment, pour l'instant, je trouve que la série n'a pas mis son potentiel au maximum. Quand on voit souvent des paysages américains, des villes, des forêts, des trucs comme ça. Mais j'ai pu voir quelques possibilités qui rendent la série, qui prend un potentiel énorme, genre voyager à travers le monde, des trucs comme ça, grâce à cette technologie. Ça me faisait penser beaucoup à Inception, le film de Christopher Nolan, qui on est dans les rêves. C'est un peu le même concept. J'aime beaucoup ça. J'aime ça voir d'autres mondes puis être émerveillé avec les effets spéciaux, tout ça. C'est vraiment bien fait. Là, on y croit quand ils vont dans d'autres univers. Il y a des beaux effets spéciaux. Et écoute, c'est vraiment une série en ce moment. J'ai pas regardé les critiques pour l'instant, mais moi, sérieux, j'ai tombé par hasard dessus. J'ai regardé une bande-annonce, puis vraiment, là, j'ai hâte de voir la suite à chaque épisode. Là. C'est vraiment très bon. Juste une avant qu'on va des nouvelles, il y a une série que je voulais commencer aujourd'hui. J'ai pas pu la commencer. Je pense que c'est Who Are America? Who is America avec Sarah Colin, celui qui fait Borat. Ok, Sacha Baron Cohen. Ouais, il s'est passé pour un ancien membre du Mossad, puis il va piéger des gens aux États-Unis en parlant de la culture américaine. Donc, à un moment donné, il va parler des armes, de l'armement, puis il va parler ça qu'un gars qui est extrême droite, puis il dit genre, les enfants de 4 ans peuvent pas avoir d'armes, puis comme, hein, les enfants de 4 ans peuvent pas avoir d'armes, c'est bien absurde. Puis là, il va piéger des gens comme ça à travers les États-Unis, des sénateurs, des membres de groupes d'armes, de religieux. Et je pense 2 ou 3 épisodes de sortie, puis c'est humoristique, puis tu le reconnais pas, il est maquillé, puis il a l'air d'un arabe, puis il parle avec un gros accent arabe, puis il dit qu'il vient du Mossad, puis tout ça. Puis j'ai écouté la bande-annonce, puis ça a l'air vraiment drôle, puis c'est une des séries en ce moment les plus en vue. Donc je vais laisse le mentionner pour ceux qui veulent découvrir une série. Donc on va être dans les nouvelles. Comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de nouvelles. Je vais y aller. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ben, on a décidé de mettre les nouvelles par rapport au Comic-Con à part. On va le mettre dans notre zone de cinéma parce que il y a un shitload, là. Dans le fond, on va commencer par une nouvelle qui me réjouit un peu parce que malgré le fait que j'ai décroché des séries Marvel après la saison 1 de Luke Cage. Mais j'ai écouté une partie de Luke Cage saison 2. Ah! C'est bien. Moi, je l'ai bien aimé. Mais c'est pas fou. Mais c'est mieux que la saison 1, je trouve, là, à certains aspects. Là. Le personnage est comme plus confronté. J'aime beaucoup le méchant, moi. Ouais, Bushmaster. Bushmaster, ouais. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est que Daredevil, on s'est tagué en plus, toi et moi, là-dessus. La grosse rumeur qui courait, c'est que la saison 3 de Daredevil se reportait à l'année prochaine. Puis ça me fâchait parce que on a eu comme la saison 2 de Daredevil. Après ça, on a comme eu Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defender, Jessica Jones, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist qui s'en vient. Chris, on peut savoir de quoi de Daredevil, là? C'est beau, on a attendu, là. C'est correct, là. Je veux savoir ce qui arrive. Puis bref, je suis vraiment content d'apprendre que la saison 3 va sortir finalement cette année, à la fin de l'année. Et on sait même que Bullseye va joindre la distribution, qui est le méchant super mauvais dans le film de Daredevil avec le signe de Snipe dans la face. Colin Farrell, ouais. Ils vont sûrement le mettre plus au goût du jour maintenant, là. Mais, plus crédible. Ouais, définitivement. C'est ça, dans le fond, la saison 3 va sortir pour la fin de l'année. Pas de date encore précisément. On peut s'attendre à une bonne annonce dans les mois qui suivent, par exemple. J'ai vraiment hâte. Daredevil, pour moi, c'est le meilleur de toute la gang, là, au niveau de la qualité de la série. Là. C'est le meilleur, c'est sûr. Je dirais qu'en deuxième place, c'est le Punisher, puis après, ça dépend des goûts. Mais Daredevil a toujours été dans mes super-héros préférés à vie. Là. Moi, j'ai encore insulté qu'ils soient pas dans Civil War. Non, c'est ça. Puis, moi, j'adore beaucoup. Puis, j'ai acheté la semaine passée, j'ai commencé à m'acheter des BD Daredevil. Là, ouais, ça, parce que vu les nouvelles sur Daredevil, ça me redonne le goût. Tu ça en français ou en anglais? En français. En français, ok. Au pire, je les emmènerais si tu veux. Ouais, Daredevil, j'aimerais ça y aller. Je te les emmènerais. Fait que, bref, c'est la bonne nouvelle du jour! Oui! Il faut mentionner qu'il y a Iron Fist 2 saison 2 qui sort en septembre. J'ai dit c'était la bonne nouvelle du jour! Yeah! L'autre nouvelle. Je sais pas si toi et moi on va être d'accord. Je pense que oui. Mais je suis dans... Excusez mon chat qui me jase ça. Je suis dans l'obscurité de savoir ton opinion, Mathieu. Pendant notre... séance de vacances, M. James Gunn a été congédié de Guardians of the Galaxy Volume 3. Je sais que tu as beaucoup pleuré. Ben oui, je suis déçu pour vrai. Là. Je pense qu'il a fait une Christie de belle job dans les 2 premiers films. Là,
Mais la raison de son congédiement sont dues au fait qu'il y a des tweets datant de plus de 10 ans contenant des messages assez orduriers, on pourrait dire ça de même, qui sont des jokes sur la pédophilie, le viol, la maltraitance, même je pense le racisme, mais là je m'avance un peu. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment puis c'est des mots qui sont relativement très crus. Moi, ça me fait rire, mais ça fait pas rire tout le monde. Il y a encore moins un PDG qui travaille chez Disney. Et oui. Et il y a un pro, c'est la droite, je pense, comme le côté de Trump, je pense que c'est la droite. Hein. Je me connais pas beaucoup en politique américaine, honnêtement. Et c'est ça, dans le fond, un pro-Trump, qui défend Trump beaucoup, a ressorti ces tweets-là, puis les a mis publiquement pour que les postes de Disney le voient. Disney, c'est normal, c'est une compagnie familiale qui ne veut pas ternir son image, ne veut pas être associé à des propos de même, ont décidé de congédier James Gunn rapidement, sans aucun délai. Ça a été fait rapide. Ce qui a causé beaucoup de débats. Dans le fond, on peut mentionner qu'il y a beaucoup d'artistes du film des Gardiens de la Galaxie, que ce soit Zoe Saldana, que ce soit Chris Pratt, Dave Bautista, que ce soit Vin Diesel, que ce soit Bradley Cooper. Toute la gang ont signé comme quoi qu'ils souhaitaient le retour de James Gunn en tant que réalisateur pour les Gardiens. Malheureusement, ça n'a rien fait encore. Il semble que. Je pense que c'est M. Bob Iffner, est-ce que je peux le CEO de Disney semble pas vouloir céder à la tentation. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde, par solidarité, ont décidé de quitter Twitter pour montrer la solidarité envers James Gunn. Parce que James Gunn, on dira ce qu'on voudra, il a beaucoup de talent, mais il a fait partie d'une compagnie de distribution de films qui s'appelait Trauma à l'époque. Et Trauma, c'est beaucoup des films qui vont dans le trash, qui vont dans la violence, dans la sexualité, dans le dégueulasse, dans le gore. Ça s'est toujours vendu comme ça. Même si on oublie que James Gunn a écrit Scooby-Doo 1 et 2. Oublions-le. Dans le fond, ça pose sérieusement de bonnes questions au niveau éthique et au niveau est-ce qu'on peut passer à travers, est-ce qu'on peut accepter ça, parce que techniquement il n'y a rien fait de criminel là. Il n'y a personne qui a souffert, il n'y a personne qui a été blessé, c'est peut-être par les propos à la limite, mais il n'y a personne qui a été touché directement à ça. Et James Gunn n'est pas un criminel, il peut marcher dans la rue sans aucun problème. Je trouve ça très, 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 très dommage qu'il ait mis dehors. Je trouve que c'est un réalisateur avec énormément de talent. Et pour moi, c'est quasiment limite inacceptable de l'avoir mis dehors. Je peux comprendre les raisons de Disney, mais je pense que ce qui aurait été mieux, et là, écoute, je suis vraiment pas un PDG de compagnie, là, il aurait fallu que M. Gunn peuvent présenter des excuses en direct quelque part, un communiqué pour dire qu'il s'excusait puis que c'était ses propos. Parce que James Gunn a écrit lui-même dans son Twitter qu'il était sincèrement désolé de ce qui s'est dit, qui a beaucoup changé depuis les années, puis qu'à l'époque, c'était volontaire, il cherchait à choquer, à se faire remarquer. Mais c'est normal, à Hollywood, si tu veux rentrer dans le milieu, c'est il te faut du talent, oui, mais il te faut de la chance aussi. Fait que je trouve ça très dommage. Toi, Mathieu, ton opinion? Est-ce que tu le reprendrais, James Gunn? Moi, je le reprendrais parce que je trouve ça un peu absurde de prendre des tweets qui étaient de 10 ans, surtout parce que c'est la politique américaine. Il s'est attaqué au gouvernement Trump et les républicains ont décidé de détruire sa carrière pour qu'il se tait. Je trouve ça très dommage que la politique ait rentré en fil de compte et qu'on recule de 10 ans pour chercher quelque chose qu'il a fait. C'est un peu absurde parce que, je veux dire, en même temps, oui, ça peut pas être grave pour certaines personnes, mais ça reste de l'humour. Il y a une question de jugement au final. J'ai vu des débats vraiment violents sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Je trouve ça assez dommage. Parce qu'il y en a qui veulent pas, hein, qui reviennent. Non, c'est ça. Et écoute, moi, j'aimerais ça le voir parce qu'il a fait une bonne qualité. Puis c'est le mieux pour faire cette saga-là. Puis c'est un très bon réalisateur. Puis je trouve ça dommage qu'à cause de ça, sa carrière en prenne un coup. Ben oui, puis c'était le premier qui allait faire une trilogie. Aussi. Mais c'est surtout pour sa qualité. Pas nécessairement pour le fait qu'il fait une trilogie. La qualité qu'il apporte au film. L'amour qu'il a. C'est un très bon réalisateur. C'est comme je te dirais, demain, Steven Spielberg est accusé d'agression sexuelle. On le met de côté puis il fait plus jamais de film. Ce serait dommage pour l'univers du cinéma parce que c'est des grands réalisateurs. Oui, ils ont peut-être fait des mauvaises choses, mais il y a une question de jugement au final. À quel point c'est. Mais faut pas décriminaliser le viol. Non. Mais je veux dire. Si moi, Steven Spielberg viole quelqu'un de main, t'es out. Non, je sais, mais mon exemple, en fait, je vais prendre, c'est Luc Besson, qui lui, en ce moment, il pointait de tous les côtés, mais en ce moment, il n'y a aucune preuve tangible qui est coupable. C'est quelques personnes, oui, qui l'ont pointé du doigt, mais dans l'ensemble, sa carrière est complètement détruite en ce moment, parce que certaines personnes l'ont pointé du doigt en disant qu'il y a eu des agressions sexuelles. Mais, je veux dire, tu détruis une carrière d'une personne sans en avoir de base pour prouver. Je sais pas, moi,
Je veux pas retourner à ce débat-là, mais en même temps, il y a une question de jugement. Puis c'est facile de dire, ben, demain, je te pointe du doigt, Max il m'a touché, il m'a agressé, il est une mauvaise personne. Puis le jour au lendemain, mais paf, t'es plus un podcast, je ferai un goût comme co-animateur. Tu sais. Ouais, Hugo en plus. Excuse Hugo. Ouais, bref, c'est houleux. J'espère qu'il va y avoir un résultat bientôt à ce sujet-là. Je pense qu'il y a rien qui va bouger. C'est Hein? mon feeling. Il n'y a rien qui va se passer. On verra bien. Écoute, je sais que Disney a dit que pour l'instant, ils pensaient pas le ramener. Ils en ont parlé il y a 2-3 jours de ça. Ouais, ben j'avais vu une nouvelle comme quoi que apparemment ils pensaient, puis finalement c'était pas vrai, c'était une fausse rumeur. Puis que finalement, ça. Il y a un risque que ce qui arrive, c'est que le troisième film n'a jamais lieu. Parce que les acteurs ont dit qu'ils le feraient pas si. Ils sont sous contrat. Ils n'ont pas le choix. Calice, hein? J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Le film ne durera pas comme prévu, moi, j'ai l'impression. Ben, il y en a beaucoup qui J'ai lu la lettre qu'on a écrite, puis j'ai vraiment l'impression que. Ils veulent pas, là. Que si un troisième film a lieu, ce sera pas comme on va l'espérer. Là. Soit il y a des acteurs qui vont briser leur contrat, puis on les verra plus jamais avec Disney. Il y a quelque chose qui va se passer. Là. On va voir. J'ai hâte de voir la suite à ce Parce qu'ils veulent pas se brûler, hein, ces acteurs-là. Non. Tu sais, puis c'est tous des gros acteurs, mais ils peuvent tous se faire crisser dehors d'Hollywood. Il y a personne qui peut. Les plus gros sont tous tombés. Sinon, prochaine nouvelle, on va aller dans le plus positif. C'est relatif en fait. L'acteur Jared Leto, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il peut être très Tu l'aimes bon, beaucoup en Joker? très excellent. Oui, je continue à le mentionner. Suicide Squad est un film dégueulasse, mais moi j'ai apprécié son Joker. Ouais, Jared Leto qui est un acteur de talent qui peut vraiment être vraiment bon. Je trouve qu'il peut, il a mérité son Oscar. Puis je trouve vraiment qu'il peut vraiment sa coche. Comme des fois, il peut être épouvantablement mauvais ou inutile, comme dans Blade Runner. Autant que Blade Runner, je trouve quasiment aucune faille, mais lui, c'est. Mais son personnage est comme teasé. C'est comme si c'était conçu pour qu'il y ait une suite avec lui. Ouais, je sais pas si ça va se faire, puis ça n'a pas marché au box office. C'est ça. Dans le fond, Jared Leto est officiellement officialisé. Étant Morbius dans un des prochains spin-offs après Venom de Spider-Man. Sans Spider-Man. Sans Spider-Man, évidemment, parce que pourquoi avoir un univers de Spider-Man avec Spider-Man? Pourquoi on va besoin de Spider-Man? Ouais. Et dans le fond, c'est ça, dans le fond, Jared Leto rejoint il va incarner Morbius, qui est un vampire dans l'univers de Spider-Man, qui a déjà combattu Blade, soit dit en passant. C'est un personnage que je connais à peine, pour vrai. Je sais que c'est un vampire. Tu le connais un peu plus que moi, peut-être. Je connais à peine plus que toi. Je sais que c'est un vampire. Dans le fond, c'est un scientifique qui, après une expérience qui a mal tourné, il est devenu un vampire. Et sa route va finir par causer celle de Spider-Man. Il va devenir un méchant, je dirais quand même secondaire de Spider-Man. C'est pas dans les emblématiques. Mais il se promène dans les rues puis il suce tout ce qu'il voit, là, dans le fond. Genre, ouais, il contrôle pas ses pulsions de sucer. ses pulsions de vampire. Et c'est assez sombre comme univers, très drôle, avec Morbius. Puis en parenthèse, ils ont annoncé un autre spin-off aussi, qui était depuis longtemps en rumeur d'un autre film d'univers de Spider-Man sans Spider-Man. C'est sur Kraven le chasseur, qui est un des grands méchants les plus emblématiques de Spider-Man, mais qui est peu connu à cause que beaucoup de gens connaissent Spider-Man à cause des films. Puis dans aucun des films, ils l'ont utilisé comme méchant. Pourtant, dans les comics, c'est un des très grands méchants de Spider-Man, qui est Kraven le chasseur, qui est dans le fond, c'est un très grand chasseur, qui n'a pas de pouvoir, mais ses compétences il s'est entraîné toute sa vie pour être le plus grand chasseur. Et son but, c'est de capturer Spider-Man pour l'ajouter à son tableau de chasse. Et là, ils veulent faire un film sur lui. Donc, un autre film sans Spider-Man dans l'univers de Spider-Man. Puis t'as-tu vu, ça a l'air que je pense que Spider-Man, actuellement, il se fait tourner en Londres. Puis Jake Gyllenhaal se promènerait quelque part à Londres aussi. Ah ouais? Ouais, je serais intrigué de voir Jake Gyllenhaal devenir. C'est quoi, c'est. Comment il s'appelle le méchant? Pas Manifesto, c'est. Mysterio? Mysterio. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que prochaine nouvelle, ma dernière pour ma part. On a enfin une réalisatrice pour le premier film de Black Widow après 20 films. C'est pas grave, j'ai jamais trop tard. Avec la séduisante Scarlett Johansson, on va avoir enfin un film basé sur l'univers de Black Widow qui va être réalisé par une femme qui s'appelle Kate Shortland, qui est une femme qui a réalisé juste des films indépendants. C'est sa première grosse production. Moi, je suis tellement content que Marvel ait décidé de prendre les couilles et faire OK, on fait enfin un film sur Black Widow. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là, tu te dis, voyons, pourquoi j'ai mis son film? Parce que c'est un personnage qui peut être extrêmement intéressant au cinéma, vu que c'est une agent secret. T'sais, dans le fond, je trouve que Marvel, on chiale que c'est tous des films pareils, mais je suis pas d'accord parce qu'à chaque fois, on a des Ant-Man qui sont des films de cambriolage, on a les Captain America qui sont des films d'espionnage, on a Thor qui est un film de cosmique, c'est ça, Iron Man qui va être plus scientifique. Il y a vraiment, je trouve vraiment des thèmes intéressants, je
Je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que Black Widow, il y a vraiment de quoi de faire intéressant. Moi, j'aimerais bien que Jeremy Renner soit dans le film. Ben, moi aussi, j'aimerais beaucoup. Parce je vais faire un parallèle avec le film qu'on va parler cette semaine, qui est Mission Impossible. Il n'a pas tourné dans le dernier Mission Impossible, à cause qu'il est dans le tournage des deux Avengers. Vous allez me dire, mais je l'ai pas vu dans Infinity War. C'est ce qui a été coupé au montage. Ouais. Ce qui est assez dommage. Puis il y a une scène qui le mentionne dans le film, parce que je l'ai écouté en fin de semaine. Il est dans une scène, il le mentionne. Il dit, il est retourné voir sa famille. Il décide de plus être un super-héros, comme dans Civil War. Et mais c'est ça, il n'a pas pu dans Mission Impossible. Et j'aimerais ça, ce serait bien parce qu'il y a un lien historique avec Black Widow. Donc ce serait bien qu'il l'ajoute dans le film de Black Widow. Ben d'accord. Il n'y a pas encore de date, évidemment, parce que le planning n'est pas sorti. Ils attendent la Avengers 4. Avengers 4 avant de le mentionner. Mais il y a plusieurs films déjà qui ont été mentionnés, qui vont arriver, dont Spider-Man qui est en tournage. Ouais, t'as-tu vu les rumeurs qu'Avengers sortirait une semaine en avance lui aussi? Le nouveau Avengers? Oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Ça serait au mois de mai au lieu de mois Mais je trouve ça bien qu'il fasse. Je sais que c'est en plein dans le mouvement en ce moment sur le droit des femmes. Puis le film tombe pile poil là-dessus. Puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de films qui sortent comme de ce style-là. Il y a un film qui vient de sortir, je pense, au cinéma, c'est avec Mila Kunis, qui a, dans le fond, son ex est un espion. Puis elle se poursuit parce que son ex est un espion. Ouais. Puis elle est avec une de ses amies, je pense, à Rome. Puis ils se font poursuivre. C'est un film pas typiquement féminin, mais je veux dire, ils mettent les femmes en avant. C'est une bonne chose. Moi, je suis très d'accord. Sauf que c'est le mouvement en ce moment. Et des fois, est-ce que c'est bien ou pas? Dans ce cas-ci, je pense que c'est un bon choix. C'est le point que je viens de mentionner. Il est temps d'avoir plus de films de super-héros sur les femmes. On a le droit à Wonder Woman. On a le droit à la guêpe dans Ant-Man. Là, on a Captain Marvel qui s'en vient en premier. Captain Marvel qui s'en vient, qui va être gros. Et là, Black Widow qui est le prochain, je pense que ça va être une bonne chose. Ça peut être faire un film vraiment qui va se démarquer des autres. Entre autres pour son côté sombre, mais aussi le fait que ça va être plus... Tu sais, ça va être comme en Russie, espionnage, tout ça. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont aller avec ça. Vraiment, moi aussi. Là. Donc, c'était pour tes nouvelles. Ouais, je vais t'essayer aller à ton tour. Ma première nouvelle, on le mentionne, mais on n'en parlera pas. C'est la nouvelle bande-annonce de Venom. Moi, je l'ai vu parce que j'ai pas pu résister. Max ne l'a pas vu et je peux le comprendre. J'essaie de me forcer pour pas l'écouter. C'est comme il y a une belle balance pour le jeu de Spider-Man qui est sorti. Ouais. J'ai rien vu. Parce que là, crime, à Mané, ça suffit, il faut que j'ai des surprises. Il faut être raisonnable. Puis c'est ce que j'ai fait pour Mission Impossible, ça a été un des meilleurs moves ever. Ouais, je suis bien d'accord. Et donc, je vais juste le mentionner parce que c'est un des films très attendus, qui est le premier spin-off d'univers de Spider-Man sans Spider-Man par Sony. Comme j'ai mentionné, là, ils sont rendus à 5 films qu'ils veulent faire. Donc, le calendrier commence à être long. Et si Venom fonctionne, ils vont faire les autres. Et pour Venom, c'est un personnage tellement emblématique que ce serait vraiment dommage qu'ils ratent leur shot parce que on a eu le droit à une version de Venom dans Spider-Man 3 avec Tobey Maguire et c'était un Venom qui avait fait beaucoup mitiger les fans, même si son histoire d'origine était assez fidèle. Le choix d'acteur était plus ou moins douteux ses motivations dans le film étaient un peu moyens. Même les effets spéciaux autour de Venom, c'était pas l'idéal. Mais dans l'ensemble, moi je trouve ça quand même correct comme Venom. Mais là, on va avoir vraiment un Venom plus fidèle au comique, plus représenté, je crois. Donc, à voir. Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est comment ils vont faire pour le créer sans Spider-Man. J'imagine qu'il va y avoir une logique, mais bon, comme je dis, je ne mentionnais pas à bonne annonce, mais je vais mentionner le film. Je vais être du film Joker, qui est, si je peux dire, le premier film de DC, qui n'est pas dans l'univers de DC, avec un personnage de DC, donc le film sur l'histoire d'origine du Joker, qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, avec Joaquin Phoenix comme dans le rôle du Joker, qui va prendre la suite après Jared Leto, Heath Ledger et même Jack Nicholson, entre autres, qui ont fait Joker. Et là, on a le droit à un autre grand acteur qui va rejoindre le casting, qui est Robert De Niro. Qui est pas de la petite bière. C'est un grand acteur, 5 étoiles à Hollywood, qui avait dit qu'il a déjà dit en entrevue qu'il n'était pas intéressé par les films de super-héros. Parce qu'ils ont déjà fait plusieurs demandes pour des films de Marvel ou DC. Il avait tout le temps refusé. Et là, il a accepté de faire un rôle dans le film sur la vie du Joker. Et selon les premières informations, c'est un personnage secondaire qui n'est pas un personnage emblématique de l'univers de DC. Ça va être une sorte d'animateur de talk show qui va avoir un impact sur la vie du Joker. Car on va suivre, comme je dis, la création du Joker et son histoire d'origine. Donc ça a l'air vraiment intéressant. C'est un film sombre qui va se dérouler dans les années 80. Ouais, Martin Scorsese produit le film, Todd Phillips réalise le film, ouais. Et Joaquin Phoenix qui est au casting en tant que Joker. Tabarnak! C'est vraiment solide, là. Ça va être un gros film. Ils ont aussi annoncé dans la lignée de tout ça que ce ne serait pas le seul film. Ils veulent faire d'autres films comme ça, en dehors de l'univers de DC, pour exploiter des personnages de l'univers de DC qui ont une histoire intéressante à développer, qui ont besoin d'être séparés de l'univers de DC pour vraiment faire un film plus en profondeur. Et je vais mettre un point là-dessus. J'ai écouté beaucoup de vidéos de Michael G et son émission Fermez-la, qui est un YouTuber français
qui critique beaucoup le cinéma. Et il a fait un épisode sur Spider-Man 2, en 2 parties. D'ailleurs, c'est un Québécois qui a demandé de faire ce film-là. Je trouve ça très drôle parce qu'il a demandé de faire en flic. Finalement, il a préféré prendre un film de plus grande taille, fait qu'il a dit qu'il prend Spider-Man 2. Et il a mentionné dans Spider-Man 2, à un moment donné, un argument que je trouvais intéressant. Il a dit les meilleurs films de super-héros, c'est ceux qui sont pas rattachés à un univers, qui peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Sam Raimi, quand il a fait les 3 Spider-Man, il n'y avait pas de pression parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec ses films. Il a fait 3 histoires comme il voulait, puis c'est profond, c'est bien développé, les émotions sont là. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de problème, à part le dernier qui a quelques problèmes, parce que là, les studios commençaient à le pousser pour avoir plus de jus. Mais quand on regarde les autres films de Marvel ou DC, c'est des commandes. Le studio fait fais-moi un film sur Ant-Man, fais-moi un film sur Guardians of the Galaxy, fais-moi un film sur Iron Man, fais-moi un film sur Superman, avec ça, puis ça dedans. Fait que là, le réalisateur est comme, ok, c'est bon, je vais mettre ça dedans. Il y a moins de liberté. Quand tu as plus de liberté, la qualité souvent est plus là. Je dis pas que les films de Marvel et de DC sont mauvais. Je dis juste que souvent, quand ils sont indépendants, ils sont meilleurs. Il y a des contre-exemples comme les 4 Fantastiques qui n'ont jamais réussi à se développer correctement. Ouais, parce qu'ils sentaient plus la machine à cash, par exemple. Oui, mais dans ce cas-ci, le Joker, ça peut être vraiment un projet qui pourrait être vraiment très bon. Il y a aussi une autre nouvelle, c'est sur l'univers de Star Trek. C'est Patrick Stewart. Oui, toi. J'étais surpris pour elle. C'est une nouvelle c'est tout chaud, ça vient de sortir. Et il s'est annoncé qu'il revient faire son rôle de Captain Picard dans une nouvelle série de Netflix. Mais c'est pas mentionné si ça va être le personnage principal ou un personnage secondaire. Même si lui a dit qu'il commence à être vieux quand même, Patrick Stewart, il est pas tout jeune. Il est connu entre autres mondialement pour le rôle de Charles Xavier, mais aussi pour son rôle de Captain Picard dans une des séries de Star Trek les plus écoutées. Et y a-tu fait autre chose? Ben oui, il a fait autre chose, c'est sûr, mais... C'est pas quoi, là? Je pourrais pas te mentionner exactement ce qu'il a fait, mais je sais qu'il y a pas longtemps, il a fait une pièce de théâtre avec Ian McKellen, en attendant Godot, qui a été très apprécié du public. J'avais lu la pièce de théâtre, elle est super bonne. Mais je sais qu'il est connu pour beaucoup de choses, mais principalement pour ces 2 choses-là. Et je suis content parce que je suis pas un grand fan de Star Trek à la base, mais j'aime beaucoup la nouvelle série et les nouveaux films. Et je sais que son personnage est un des plus emblématiques. Il y a beaucoup de memes sur Facebook de lui. Et de le voir revenir, je pense, pour les fans de Star Trek, c'est une bonne nouvelle. Car là, ils veulent relancer l'univers de Star Trek vraiment en gros. Et de ramener lui, c'est une bonne chose. Je me suis dit, tant qu'à ramener lui, pas pour ramener le premier acteur qui faisait Captain Kirk dans la série originale. Il n'est pas encore mort, lui non plus. Et il est quand même assez vieux, mais il est un peu plus jeune que Patrick Stewart. Comment il s'appelle déjà? Je connais pas son nom par cœur, c'est juste un acteur canadien. Ouais, il est québécois même. Il est québécois même? Ouais. Mais ouais, à Montréal. Je sais que j'avais vu une entrevue qui parlait en français. C'est un très bon acteur. Ce serait cool qu'il ramène lui aussi. Mais bon, on verra. Mais c'est une belle nouvelle pour les fans de Star Trek. Pour Star Wars cette fois-ci, parce qu'on va rester dans l'univers science-fiction, ils ont annoncé le casting officiel parce que le tournage commence sous peu. Et même, je pense qu'il a déjà commencé. Et les mêmes acteurs du précédent film reviennent. Et à la grande surprise, même si je m'y attendais, Mark Hamill et Carrie Fisher reviennent au casting. Ouais. Ça me dit que Carrie Fisher est morte, oui, mais c'est des scènes qui étaient déjà tournées pour les autres films avant qui vont être repris pour ce film-là. Et on a aussi le retour de Billy D. Williams qui jouait Lando dans la première saga de Star Wars, qui revient dans son rôle de Lando. Je suis très content parce que depuis l'épisode 7, il était censé revenir et finalement il va revenir dans celui-ci. Donc c'est une bonne chose. Et on a aussi Kerry Whistle qui est toujours dans un rôle mystérieux qui est dans le casting. Et on a 2-3 autres noms d'actrices ou acteurs peu connus qui sont rajoutés. Mais c'est pas mal ça, mais c'est supposé que le film est lancé. Donc on devrait voir le film l'année prochaine, sûrement en décembre prochain, de Star Wars. Il est très attendu, même si la nouvelle saga a laissé les fans mitigés. Moi j'ai apprécié quand même beaucoup les nouvelles sagas. J'ai peine de déception. Je continue à défendre Han Solo. Je trouve vraiment que c'est un bon film. Han Solo il est super bon. J'ai hâte de voir pour la suite de ça. Donc casting officiel, hâte de voir pour la suite. Aussi en parlant de Star Wars, on a Clone Wars. C'est arrivé de nulle part. C'est vraiment une belle surprise. C'est la bande-annonce de la nouvelle saison de Clone Wars. Vous allez me dire, oui, mais la série est finie. Elle a été annulée. Effectivement, mais elle revient au goût du jour. Parce qu'il faut dire que Disney, quand ils ont racheté Star Wars, ils ont commencé à annuler tous les projets qui étaient en cours. Et ça a scrappé un paquet de jeux vidéo, entre autres, de Star Wars qui s'en venaient. Et ça fait beaucoup chialer les fans. Et plusieurs séries TV qui étaient en attente. Et même des films qui étaient en attente. Parce que Disney voulait avoir le contrôle total sur la saga. Et là, ils ont annoncé que Clone Wars revenait pour une dernière saison. Qui était méritée parce qu'elle n'avait pas de fin encore. Je trouve ça dommage. Et après le succès de la série Rebelle, il y a une nouvelle série qui s'en vient, Résistance. Disney a vu le potentiel des séries animées qui sont populaires. Donc, ils veulent ramener Clone Wars. J'ai hâte parce que j'ai adoré la série Clone Wars. Pas la première qui était vraiment mal faite, mais la deuxième qui était vraiment mieux exploitée.
Moi, j'ai adoré, j'ai écouté toutes les saisons. Puis ça ajoutait vraiment une profondeur à la saga Star Wars. Je sais pas si t'as déjà écouté ça, Max. Non, ça m'attirait pas, honnêtement. Tu me déçois. Ah ouais, comme tes parents. Toi, t'es un grand fan de Star Wars, si tu devrais écouter ça, tu vas aimer ça. Mais j'ai hâte, par exemple, à la série de Star Wars qui s'en vient. En real action. Là. Ouais, Real Action, ouais. Qui est toujours en flou comme série, mais oui, effectivement. C'est quand même Jon Favreau qui va le réaliser. Oui, effectivement. Si tu permets, t'avais-tu autre chose à dire? Non. J'ai une dernière nouvelle que je trouve que serait important de mentionner, qui nous a très surpris, toi puis moi. Là, je te vois dans l'intrigue. Andy Serkis est en réalisant un film qui s'appelle Mowgli. Oui, Puis Warner Bros. A vendu les droits à Netflix. oui. Et le film va être distribué l'année prochaine au lieu de la fin de l'année. L'année prochaine, le Mowgli, le film, va apparaître sur Netflix directement. Et il y a un autre film d'Andy Serkis aussi, que j'ai malheureusement pas de nom. Je pense que c'est un documentaire sur la santé. Bref, c'est-tu moi ou c'est pas bon signe? Ben, ça aussi, ou dans Cloverfield, effectivement, c'est pas bon signe, mais il faut pas se fier à un seul exemple pour comparer les autres. Ça peut être un très bon film, mais que Warner Bros. A décidé de jouer stratégique. Parce que quand un film se pète la gueule au box-office, ça ternit l'image d'un studio. Donc, quand un projet n'est pas certain d'être grandiose au cinéma, peut-être c'est une nouvelle technique en ce moment de mettre ça sur Netflix. Netflix, c'est du long terme. C'est une question de rentabilité aussi. Ouais. Même si Dan Cloverfield n'est pas super bon, il y a souvent beaucoup de monde qui l'ont vu sur Netflix. Il doit y avoir une grande quantité. Ah ouais, je pense que oui. Moi. C'est la force de Netflix, c'est beaucoup de monde qui écoute. Définitivement. Donc, moi, je pense que ça va être bon. On verra. Andy Serkis, c'est un excellent acteur et réalisateur, donc j'ai pas de doute sur sa qualité. Donc, on verra pour la suite. Mais effectivement, on a oublié de parler de cette nouvelle-là. C'est une bonne nouvelle. Là, on va être dans la zone cinéma. Ouais. Avec beaucoup de stock, comme on a mentionné, on a mis le Comic-Con là-dedans. Donc, sans plus attendre, on va du côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma et cette semaine, on a décidé de prendre le Comic-Con parce que il y a eu beaucoup de choses dans le Comic-Con de San Diego il y a 2 semaines, je crois, maintenant. À peu près, ouais. Ouais. Et il y a eu beaucoup de bandes annonces. On a décidé de les condenser ici parce qu'il y avait beaucoup de stock et on voulait pas mettre une section de nouvelles trop longue. Donc, on va y aller quand même assez en rafale. Je vais y aller puis tu me relanceras. On a chacun notre tour. OK. La première nouvelle qu'on voulait parler, c'est Jeremy Renner, qui est annoncé dans le casting de Spawn. Ouais. Qui est un film quand même assez attendu. C'est un film de super-héros indépendant avec Jamie Foxx dans le rôle principal de Spawn. Ouais, et c'est le dessinateur de Spawn qui va le réaliser. Ouais. C'est son premier film, c'est Todd Howard. C'est ça? Todd. Howard, je pense que c'est ça. Ouais. Je peux me tromper, là, mais Et, je me semble que c'est ça. Là. C'est un film quand même très attendu par les fans parce qu'on a déjà eu le droit à un film des années 90. Ouais. Et je l'ai jamais vu, mais je sais qu'il a fait beaucoup jaser. Et là, C'était vraiment mauvais. Disney, pas Disney, Dayton passait tout le temps. Puis je l'ai écouté une fois, puis c'est vraiment pas bon. moi, j'ai juste vu la scène avec la cape qui est magnifique. Là. Mais bref, Jeremy Renner est confirmé dans le rôle de Twitch, qui va être dans le fond le personnage principal du film. Parce que le film, on va voir Spawn, mais il va être comme de second plan. The background, puis c'est Jamie Foxx qui va l'être. Là. Ouais. Et dans ce cas-ci, on va suivre Jeremy Renner qui va faire Twitch, qui est un détective de police honnête dans un monde où que les policiers sont corrompus. Et il va croiser le Spawn et ils vont s'entraider dans une enquête dans cet univers-là très sombre. Donc, bel ajout pour le film. Ouais. On parle encore une fois de Jeremy Renner. Après, dans Pas d'Avenger, on le parle là-dedans. Parce qu'il puis dans la série Mission Impossible aussi. Bref, c'est un acteur vraiment très en vogue. Je te laisse relancer. On a eu la première bande-annonce de Glass, qui est le film, le crossover ultime de M. Night Shyamalan. Ouais. On a enfin Unbreakable qui va enfin rejoindre Split pour créer le film Glass. Dans le fond, c'est comme si les noms de chaque film représentaient le personnage qui va être désigné. Ouais. Fait que le film va être centré sur Samuel Jackson, qui était le méchant dans Unbreakable. C'est un film que j'attends avec une impatience de malade mental. L'esthétique, c'est super beau. Puis de deux, c'est vraiment un projet vraiment intéressant. Surtout après la fin de Split, qui était juste hallucinant. Puis Unbreakable, ça fait des années qu'on souhaite avoir une suite, puis ça n'arrivait pas. Puis je pense que Bruce Willis a besoin de ce rôle-là aussi, parce que ça va pas bien ces derniers temps. Là. C'est un projet que M. Night Shyamalan embrasse depuis longtemps. Puis je suis vraiment content qu'on le voit enfin. C'est probablement le film que j'attends le plus cette année. Rien de moins. Ben, c'est à grande envergure et la bande-annonce est vraiment très bonne. C'est-tu cette année qui sort?
Je suis pas certain. Je vais aller vérifier en attendant. Je suis pas certain. Mais c'est un film de grande envergure et j'aime beaucoup l'intro de la bande-annonce où on suit dans le fond une psychiatre qui. Les 3 personnages principaux sont attachés à des chaises. Puis elle dit je suis spécialisée dans les cas des gens qui se croient être des super-héros, qui ont des super-pouvoirs. Mais dans le fond, ils en ont pas. Et je suis là pour vous aider à guérir. C'est en janvier 2019. Janvier. Et les 3 qui ont chacun leur réaction distincte. Bruce Willis qui est quand même assez calme. Split qui est énervé. Puis t'as Glass qui est glace. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment des petits personnages typiques. Là. Mais j'ai aimé ce qu'elle a fait. Elle dit, vous pensez que vous êtes tous des personnages avec des super pouvoirs, mais vous savez que c'est pas le cas. Les 3 la regardent comme. Ouais. Puis j'aime ça parce que c'est comme nuancé. Le principe de ces films-là, c'est qu'ils donnent. On sait pas s'ils ont des super pouvoirs ou pas. Parce que le réalisateur, il a le don de tout le long du film. Mais dans Unbreakable, c'est ça qui était fort. On sait pas du début à la fin si vraiment il y a des super pouvoirs parce qu'il reste toujours dans le flou. Ouais. Puis à la fin, t'es comme, est-ce qu'il y a des super pouvoirs? Ouais, puis pourquoi les 3 sont dans une asile ensemble? Ouais. Est-ce que c'est tout dans leur tête? Est-ce que, je sais pas où ça va s'enligner, mais. Ça a l'air très bon. Ça a l'air vraiment bon. Pour te relancer, on a la bande-annonce de Shazam, qui est le prochain film de DC. J'ai écouté comme 5-6 fois facile. Là. Ah, écoute, moi aussi, 3 fois, moi. Et dans le fond, c'est le prochain film de DC après Aquaman, que tu vas parler par la suite, qui est dans le fond la nouvelle génération de films de DC. Ils ont pris leur temps après Justice League, ils ont pris 1 an pour retravailler l'univers de DC. Ça sent un peu le renouveau, là. Oh, entre autres, Shazam est annoncé pour être un renouveau. Même le réalisateur qui l'a fait l'a mentionné. Et on le voit dans la bande-annonce. C'est un film qui va se distinguer des autres par son humour, mais aussi par son histoire. Shazam, c'est quoi? Eh bien, pour mettre en contexte, c'est le super-héros Shazam, connu avant comme nom de Captain Marvel, qui est un super-héros très ancien univers de DC, qui, dans le fond, c'est un enfant qui, du jour au lendemain, va croiser le chemin du sorcier suprême de la Terre, qui, dans le fond, lui, est un gardien qui protège la Terre et il va le nommer nouveau protecteur. Et pour l'aider dans sa quête de protection, il va lui dire tu sais dire le mot Shazam et tu vas devenir un super-héros. Il fait ok, parfait. Fait que là, l'enfant va dire Shazam et il va devenir un adulte avec des super-pouvoirs qui ressemble un peu à Superman. Par certains de ses pouvoirs, il vole, super force, super résistance. Et il va aussi pouvoir utiliser la magie, l'électricité, tout ça. Et des fois, il y a un costume rouge avec une cape blanche et une éclair sur le torse. Et sa particularité, c'est qu'il y a une apparence d'adulte, mais une personnalité d'enfant. Ouais. Donc ça fait des situations très comiques. C'est un film très léger. Parce que Shazam, je sais que des fois, il y avait des bandes dessinées qui étaient plus sérieuses. Genre vraiment plus sérieuses. Parce que Black Adam, c'est quand même pas un méchant qui est ultra smooth, là, tu sais. Ah. Là, j'ai l'impression qu'ils ont fait, OK, on y va à fond. Le concept de base est absurde. OK, on l'assume jusqu'à la fin. Tu sais, ça, j'imagine, dans ce temps-là, ça a été pensé pour des bandes dessinées. Mais oui. Que les jeunes se reconnaissent dedans, là, pour qu'ils veulent devenir des super-héros. Mais je pense que ça va vraiment être cool, parce que même le show d'acteur, je trouve ça super cool. J'ai oublié son nom. Zachary Lewis, je pense, s'appelle. Je sais pas. C'est l'acteur principal de Chuck. Là, Ouais, Chuck. c'est ça. Ben, je trouve, hey, Chris, es-tu rendu buff, hein? Taparnouche, je suis long. Il s'est entraîné, hein? Ouais, il s'est entraîné à maudit, je pense. Ah, pour ben, vrai, ça paraît, là, ça paraît. Ah ouais, Mais puis le son film a petit l'air move très- de danse de Fortnite, là, quand il pète la brique, puis il est comme Alright! J'ai aimé dans la balance qu'on voit qu'il fait des tests pour découvrir ses pouvoirs. Ouais, Je trouve ça bien comique. j'espère qu'ils n'en ont pas trop montré. J'espère qu'on va avoir des surprises aussi oui. au cinéma avec ça. Parce que pour vrai, moi, je trouve ça a l'air cool. T'sais, je trouve pas que c'est le film qui a l'air le plus ambitieux de DC, mais je trouve tellement que j'ai l'impression que ça va faire du bien aussi. Ben oui, ça va être réfléchissant, c'est le mot que je retiens. J'espère qu'on va rire un coup. C'est ça que j'espère. Je te laisse y aller avec Aquaman. On a eu, c'est ça, la balance d'Aquaman qui a l'air clairement d'un tard dans l'eau. Je trouve la bande-annonce belle. Je trouve que je continue à penser que Jason Momoa est un bon choix de casting. Mais je suis pas tout à fait convaincu parce que j'ai vu. Je sais pas à quel point que ça va être intéressant. J'ai vraiment peur pour vrai de voir un film Thor. Je pense que des dieux qui se battent entre eux dans l'eau. Même s'il y a un bon casting, je trouve que ça peut être cool. Je pense qu'il y a de quoi de faire. Il y a un moyen de faire de quoi d'intéressant dans l'eau. Tu peux arriver avec des concepts, des mises en scène différents qu'on est habitué quand ils sont sur Terre, tu sais. Mais ça sent le CGI à Coco, là, ça va. Ben, ça sent qu'il y a beaucoup de CGI, mais moi j'ai aimé la bande-annonce. J'avais peur que le film soit dans la même lignée que les derniers films de DC. Pas que ça soit trop sombre, mais qui pousse dans les couleurs, des couleurs grises, noires. Parce qu'Aquaman, c'est coloré, là. Puis Aquaman, dans la bande-annonce, c'est très coloré. Les couleurs sont vives. On voit qu'il y a le souci de la fidélité au comique. Les méchants, les personnages, ils ont l'air d'être très fidèles. Ils ont même retravaillé le costume d'Aquaman pour qu'il soit plus fidèle au comique. Je sens qu'il y a vraiment un souci du détail. Puis je sens qu'ils ont voulu le travailler. Puis même là, encore une fois, le réalisateur
l'a dit en entrevue que c'est une nouvelle génération de films de DC qui commençait, qui ont voulu retirer les défauts des précédents films de DC pour en faire des bons films de Faut pas qualité. qu'ils se plantent, par exemple. Non, il faut pas parce que là, c'est vraiment le relancement. Là, parce que là, on va avoir Aquaman, Shazam, puis après, il va y avoir Flash puis Batman qui s'en Et viennent. Wonder Woman aussi. Puis Wonder Woman, excuse, qui est en tournage. Il y a 5 films qui... Suicide Squad aussi. Oh, mais le tournage n'est pas encore commencé de Suicide Squad. Ouais, mais c'est à la fin de l'année ou l'année prochaine? Je pense que c'est fin 2019. Ah oui, aussi loin que ça? il me Ah, semble. ok, ça se peut, ça se peut. C'est Suicide Squad, le tournage n'est même pas commencé. Là. Ouais. On va avoir Wonder Woman On avant. n'est pas tant excité non plus. Mais Aquaman, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Surtout, un de mes chats préférés de l'univers de DC, c'est Black Manta. J'aime beaucoup son style. Parce C'est que- son frère, ça? Non, Black Manta, c'est un mercenaire, c'est le noir. Ok. Il y a un habit noir qui a un casque avec des gros yeux rouges. puis Ah ouais, avec les lasers, là. avec laser, je l'aime beaucoup parce que dans la version récente de Suicide Squad, dans les comics, c'est un des membres de Suicide Squad. Ah ouais. Puis j'aime beaucoup sa personnalité et ses motivations, tout C'est ça. peut-être pour l'intégrer dans le 2 aussi. Peut-être aussi, parce qu'il fit très bien, là, autant que c'est un grand méchant, autant qu'il peut fitter comme anti-héros. Moi, je l'aime beaucoup. Puis aussi, il y en a qui disent qu'à cause qu'il va être présent, il pourrait permettre d'ajouter Aqualad, qui existe juste dans la série animée. puis- Aqualad. Tu sais pas c'est qui Aqualad? Non. Il a été inventé dans la série Young Justice. C'est le sidekick d'Aquaman. Ah. Puis dans le fond, c'est le demi-fils ou le fils de Black Manta. Puis dans le fond, c'est un Atlante qui a des pouvoirs d'Atlante, mais aussi qui se bat avec des épées d'eau. Puis il peut manipuler l'eau comme ça. Puis dans le fond, dans la Young Justice, c'est le premier leader de la gang. Parce que dans la Young Justice, Robin est trop jeune. Fait que c'est Aqualad qui est nommé comme chef de la gang. Parce que c'est le plus mature, le plus adulte. Et il y a vraiment une belle évolution de son personnage dans la série. Il y en a qui disent qu'il pourrait le teaser dans le film pour une suite d'Aquaman. Parce que c'est un personnage qui est vraiment apprécié de l'univers de DC. Parce que dans DC, comment ça marche, c'est quasiment tous les héros ont leur sidekick. Tu me donnes un héros, je pourrais dire son sidekick, ils en ont tous maintenant. Superman. Superman, c'est Superboy. Green Lantern. Green Lantern, c'est un autre Green Lantern. C'est un autre Green Lantern, tout simplement. Le premier, Al Jordan, c'est Jon Stewart qui le suit, Ah, ok. ainsi de suite. Wonder Woman, c'est Wonder Girl. Shazam, il y a un autre Shazam qui le suit, un autre ami enfant. Il y en a un autre qui est bon, attends. C'est Machine Manhunter, c'est sa cousine qui est une petite fille rousse qui est son sidekick. Ils en ont toutes. Ok. Ils en ont toutes. Bref, On va continuer. Aquaman, j'ai vraiment hâte de voir la balance me donner le goût. J'avais peur au début, c'est pas un héros à la base que je tripe beaucoup, surtout l'acteur. Je sais pas certain, mais il m'a vraiment convaincu avec la bande-annonce. J'ai hâte de voir. Pour continuer, saison 2 d'Iron Fist sont sortis à la bande-annonce. Ouais. Beaucoup de gens avaient peur que ce soit mauvais, comme la première saison. Ça s'enligne pareil. Moi, j'ai l'impression que ça s'est amélioré. Ah ouais? Même le réalisateur, lui qui gérait la série de la saison 2, a dit qu'ils ont voulu corriger les défauts de la première saison. Entre autres, parce que la première saison était poussée dans le temps. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour tourner, donc l'acteur Ouais, principal. ça s'est senti. Là. Ça s'est senti, puis l'acteur principal n'avait pas le temps de préparer ses scènes d'action. Donc ça se sentait dans les combats. On voit ici que ça a été plus travaillé, les scènes de combat. Le budget a l'air d'être relevé un peu parce qu'on sent qu'il y a plus d'effets spéciaux. Ouais, ben cette saison 1, elle avait l'air vraiment cheap. Là. On le sentait, et là on voit qu'ils vont utiliser plus le point d'acier, puis c'est teasé qu'on va voir le dragon, ce qui était un peu on voyait mini teaser en première saison, mais parce qu'il va y avoir des flashbacks à Kunlun. Ouais, puis il teasait un peu son costume aussi. Oui, parce que un des personnages dans les 4 qui peut avoir un costume, c'est bien lui. Oui, il y a Daredevil, mais pour Luke Cage puis Jessica Jones, ils n'ont pas vraiment de costume attitré. Mais Iron Fist, oui, il y en a un, parce que c'est le deuxième plus connu de la gang. Ouais. Donc, il est dû pour avoir son costume, puis je pense que c'est ça qui va revenir dans la deuxième saison. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis, dans l'annonce, on voit aussi qu'il y a un personnage de Luke Cage qui est présent, qui est Mystic Knight, parce qu'il a été ami avec la copine de Iron Fist, qu'on a pu voir aussi dans la saison 2, Luke Cage. Puis, moi, je trouve que ça s'annonce bien comme saison. J'avais quand même apprécié la saison 1. Oui, il y avait beaucoup de défauts pour la saison 1, mais je sentais qu'il y avait un potentiel qui pouvait être exploité. Et je sens que là, ils veulent vraiment plus se travailler. Donc, on verra pour la suite. Je conseille Batwoman, parce que j'imagine que tu seras Ouais, pas je suis pas au courant. Fantastic Beasts, j'ai vu l'abondance. Ok, c'est bon. Puis je vais te laisser Godzilla aussi. C'est bon? Ok. Fait que Batwoman, dans le fond, c'est la prochaine série de l'univers de CW, parce que CW sont partis sur CDC. Ça continue même, il veut juste avoir ça sur la chaîne de DC. Sa chaîne de DC, sa chaîne de CW. C'est annoncé parce qu'elle va apparaître dans le prochain crossover des séries Arrow, Flash, Legend Tomorrow, Supergirl, puis Black Lightning, qui n'est pas considéré encore dans le même univers. Et dans ce cas-ci, Batwoman va avoir droit à sa propre série. Il n'y a pas encore d'actrice de mentionner. Je me demande pourquoi, par exemple, ça se tient pour faire une série sur Batman. Parce que selon les contrats, Batman est limité au film. Ah ouais? C'est pour ça qu'on fait une série sur Arrow et non sur Batman. Ah. Parce que Arrow, c'est proche de Batman, mais c'est pas Batman. Ouais. Tu C'est comprends? ça, mais c'est pas Batman. Mais
moi, j'aime beaucoup Green Arrow parce qu'il y a sa propre histoire. J'ai acheté des BD la semaine passée de Green Arrow. J'aime beaucoup Green Arrow. Il y a sa propre histoire. Avant, il était considéré comme un Batman de bas de qualité. Maintenant, il y a sa propre histoire. Il y a vraiment un univers à lui. Et dans ce cas-ci, Batwoman, beaucoup de gens pensent que Batwoman, c'est Batgirl, mais c'est pas Batgirl. Batgirl, c'est le sidekick de Batman. C'est Barbara Gordon. Batwoman, c'est pas Batgirl. Batwoman, c'est la cousine de Batman, qui est une ancienne militaire qui a dû quitter l'armée parce qu'elle est lesbienne et s'était pas acceptée dans l'armée américaine. Donc elle a décidé de donner une justicière sur le nom de Batwoman dans la ville de Gotham et de faire sa propre justice. Et elle a un côté plus sombre parce qu'elle n'hésite pas de servir des armes, des guns pour battre ses ennemis. Donc elle va se distinguer de Batman pour ça. Et elle a un costume plus sombre. Son costume est noir, oui, mais il va avoir du rouge au lieu d'avoir du gris. Donc ça la rend encore plus violente, mais ça a l'air d'avoir un potentiel intéressant. Parce que ce que j'ai lu sur la série qui s'en vient, il y a eu un teaser sur Batwoman, c'est qu'ils veulent vraiment faire une série très sombre, un peu comme la première saison d'Arrow, très gris, pas beaucoup d'humour, puis qui développe vraiment des personnages qu'on n'est pas habitué de voir dans l'univers des DC. Parce que oui, DC est en train de grossir leur univers, mais il y a beaucoup de personnages qu'on connaît dans les comics, mais qui n'ont jamais eu le droit vraiment au grand écran. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est une belle occasion, surtout que ça va être une première d'avoir une super-héroïne homosexuelle. Ouais. Parce qu'on a jamais... Oui, on a eu des super-héroïnes, oui, on a des super-héros, oui, on a des super-héros noirs, oui, on a des super-héros asiatiques, mais on n'a pas de super-héros, ça peut pas être banal, mais homosexuel. Et je pense que ça va être bien, ça va être réfléchissant pour l'univers des super-héros. C'est comme dans les yeux d'une queer. Hein? C'est comme dans les yeux d'une queer. Oui, et entre autres, une série de Netflix. Mais je suis vraiment content pour ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte de voir l'actrice qu'ils vont prendre pour ça parce que c'est pas n'importe qui peut faire un tel rôle. Donc, à voir. On a la bande-annonce des Animaux Fantastiques. Oui. 2. Ouais, je vais y aller. Dans le fond, j'ai écouté la bande-annonce qui semble vraiment plus prometteur. Moi, je savais pas tant apprécié le premier. J'avais été comme un peu déçu. Dans le fond, c'est ça, on voit jeune Dumbledore qui est incarné par l'excellent acteur Jude Law. En tout cas, je suis vraiment hâte de voir quelle direction ils vont prendre avec Dumbledore. On voit enfin Johnny Depp vraiment dans son règne de la méchanceté. On sent beaucoup aussi que les effets spéciaux ont été mis de l'avant encore plus que dans le dernier. J'ai l'impression que dans le dernier, ils sont limités. Il y en avait beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y en avait un petit peu moins. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont à fond. On voit aussi quelques acteurs qui reviennent comme Colin Farrell ou Ezra Miller. Ouais. J'ai vraiment aimé l'esthétique. Et j'ai aussi trouvé spécial, spoiler alert si vous n'avez pas vu la fin de la bande-annonce, comment il s'appelle le monsieur qui est comme tout vieux, genre... Nicolas Flamel. Tabarouette, hein? C'est creepy as fuck, ça! Ça avait été teasé avant la sortie du film que le personnage allait être dans le film. Ça a surpris parce que, dans le fond, on l'a jamais vu dans l'univers Harry Potter. On a entendu tellement parler de lui pourtant. Dans le premier film, c'était centré sur lui. Dans le premier Harry Potter, la pierre philosophale, c'est lui qui l'avait créée. Et on le voit. Puis, on peut peut-être voir les origines de la pierre philosophale. Probablement. Et c'est très saisissant de le voir. La balance, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé voir les scènes d'action. J'ai aimé les personnages. J'ai hâte de voir Johnny Depp parce que j'adore voir ses personnages. Ouais, j'aime son look qu'ils ont donné les cheveux blancs albinos. Même s'il ressemble fuck all au look qu'il y avait dans les films Harry Potter. Parce que dans les derniers films Harry Potter, on avait le droit à des flashbacks et on voyait le jeune Grindelwald. Puis il avait vraiment pas le même look que Johnny Depp. Ouais, bah. C'était genre un jeune avec des longs cheveux bruns. Puis genre la face plus élancée. Et donc, vraiment, il était peut-être plus jeune. Fait... Ouais, mais même à ça, là, il est blond avec des yeux bleus, genre, tu sais. Bah, en tout cas, bref. C'est pas grave, ça. C'est du limite du détail. Ça reste, c'est Johnny Depp, qui est super bon. Donc, la balance, ça m'a beaucoup excité. Puis, on va encore à un autre endroit. On exploite le but de la série aussi. C'est pas de se limiter à l'Angleterre, c'était pas Harry Potter. Là, ils vont aller en France, entre autres. C'est mieux que les États-Unis encore aussi. Là. Ben, les États-Unis, c'était bien. Moi, j'avais bien aimé ce côté-là des États-Unis. Oh, oui, mais genre de pas vouloir le recycler. Là. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai vraiment hâte. Puis, on va exploiter encore plus l'univers d'Harry Potter. Il va y avoir plus de personnages. Entre autres, là, on va voir la famille Lestrange. Parce que dans le premier, c'est teasé que l'ancienne copine du personnage principal, c'était la mère de Bellatrix Lestrange, qui est une des personnages emblématiques d'Harry Potter. Et donc, on va la voir ici. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça annonce du lourd. Ouais. Je suis vraiment content parce que le premier, c'est plus une ouverture. Ouais, c'était justement trop une ouverture. J'ai l'impression que c'était vraiment un prologue. Là. Ils ont voulu faire comme une sorte de prologue. Et là, ils commencent à rentrer dans le vif du sujet. Donc, là, c'est quoi, c'est 5 films qu'ils ont prévu avec ça? Ouais, ils ont prévu 5 films, donc... c'est mieux d'être bon, faut que ça soit bon. Ben oui, ça va être bon, mais avec Johnny Depp, là, écoute, la qualité va être là, je suis sûr. Donc, à voir. On a la série Titan aussi. J'ai vu la bande-annonce, mais écoute, je vais te laisser y aller. Prochaine série exclusive aussi à DC, qui va être exclusive à leur plateforme, qui va concurrencer Netflix et Disney. DC Universe, c'est ça? Ouais, DC Universe. Je sais pas s'il va être disponible au Canada, tu sais-tu? Ils ont dit au début que ça va être disponible aux États-Unis, mais qu'après des tests, il va être disponible à travers le monde.
Ouais. Donc, les premiers mois, la première année, c'est aux États-Unis, puis après, ils vont le... C'est pas les tarifs, hein, par hasard? Non, mais ce que j'ai compris, ça va être sensiblement la même chose que les autres plateformes. Comme Netflix, genre. Netflix ou 11 piastres, Hulu, 12 entre autres, ou Amazon Prime, Ok. qui sont deux autres très gros concurrents à Netflix. Même si là, Hulu appartient à Disney, c'est sûr qu'ils vont probablement péter Netflix, là. Mais C'est pas fait. C'est pas en fait, j'avais beaucoup de préjugés pour la série Titan, même s'il y avait le personnage de Robin avait l'air d'être bien représenté. Beaucoup de gens avaient chialé sur les personnages de Starfire, de Raven puis de Beastie Boys, qui n'étaient pas représentatifs de l'univers des comics. Effectivement, leur look est très différent, entre autres parce qu'ils ont pris une actrice noire pour faire Starfire, ça a fait beaucoup jaser. Je m'excuse, mais le maquillage, là. Mais le maquillage n'est pas super, je te l'accorde, mais les effets spéciaux expliquent pourquoi on la voit pas, mettons, Starfire, on la voit pas avec la peau orange. Pourquoi? Ben, parce que quand elle active ses pouvoirs, là, on la voit avec la peau orange. Parce que dans la bande-annonce, à un moment donné, on la voit activer ses pouvoirs et on voit sa peau devenir orange. Ok, puis là, moi, j'ai une autre question pour toi, vu que tu es plus au courant que moi. Est-ce que ça fait partie du CW ou pas du tout? Non, c'est réalisé par c'est produit par le même gars, le grand Manitou de DC. Ouais, que tu me parles souvent, là. Que je vais faire Greg Berlanti, je pense que ça s'appelle. Mais c'est pas considéré dans le même univers. Par contre, ils ont déjà annoncé un spin-off sur la série Titan avec des personnages qui vont être dans la série Titan. J'ai oublié le nom, mais il y a déjà un nom pour cette série-là. Mais donc, je pense qu'ils veulent passer dans une autre direction, mais ils ont dit que c'était pas impossible de peut-être faire un crossover. Parce que ça veut dire que Arrow, Flash, tout ça, ils ne rejoindront pas le DC Universe? Théoriquement, ils vont être disponibles dessus, mais ça reste des exclusivités à CW. Comme les séries Marvel de Netflix sont sur Netflix, mais ils vont être aussi sur la plateforme Disney, parce que oui, c'est des exclusivités Netflix, mais c'est quand même la marque Marvel. Okay. Donc, ça reste qu'ils peuvent être disponibles sur ces deux places-là. Mais reste que la balance m'a agréablement surpris. Entre autres pour Robin, qui au début commence en disant « fuck Batman ». Ouais, hey, ça chialait pour ça. Hein? Ouais, effectivement, mais moi j'ai apprécié. Mais pour les effets spéciaux, j'ai été surpris. Je pensais pas que ça va être de cette qualité-là. Je vais laisser la chance aux coureurs, comme on dit. On n'en voit pas beaucoup dans mon annonce, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Mais j'ai écouté les premiers épisodes, voir. Moi, je suis un grand amateur de cette série-là, surtout la première. Quand on était jeune, Teen Titan Go. Pas Teen Go, excuse, Teen Titan, tout simplement. Qui était très bonne. Et là, ils ont fait récemment Teen Titan. Voyons, j'ai bien de la misère. Teen Titan Go. Merci. Qui est vraiment, moi, je trouve mauvais. Puis ils ont sorti un film qui vient de sortir. Ouais, mais le film m'intrigue. Il est coté 100%. Ça, fuck up. Ce film-là peut pas être meilleur qu'un Godfather. Là. Non, Tu pourras pas croire impossible. ça. Là. C'est impossible. Ou de Mission Impossible, il est coté mieux que Mission Impossible. Ah, lui avec la main là, sur le chest. Arrête de regarder les images. Toi aussi. Bref, je vais te laisser finir avec les deux derniers films qu'on a vus, les bandes annonces. Ouais, on a eu une bande-annonce pour Godzilla 2, The King of Monsters, qui s'en vient pour l'année prochaine avec Millie Brown, qui est celle qui joue dans Stranger Things. Tu sais, cette excellente série que tu n'as pas écoutée encore. Ouais, c'est ça, dans le fond, on a eu on avait été annoncé au casting au courant de l'année passée. C'est vraiment le début du Monster Universe tel que voulu. Dans le fond, le film, ça ne sera pas avec Aaron Taylor-Johnson qui avait été le exécrable dans le premier Godzilla. Là, ou comment il s'appelait l'acteur qui l'accompagnait? Celui qui joue dans Breaking Bad, là, Bryan Cranston, qui se fait tuer à partir de la moitié du film. Excusez du spoilers, mais je passe à côté dans le film. Ou le couple qu'on suit aussi dans le film. Là. Ouais, c'est ça, Aaron Taylor-Johnson. Elizabeth Olsen. Ouais, qui sont des frères et sœurs dans Avengers, mais qui sont un couple dans Godzilla. Bref, c'était très mauvais. Et, les bouts de Godzilla étaient écœurants. C'était pas le Godzilla qui était le problème. Bref, le film a une esthétique de malade mental. C'est excessivement beau. On sent qu'il y a beaucoup de créatures dans le film. Ça va amener... C'est King... non, pas King, c'est le papillon géant qui va attaquer Godzilla. Godzilla semble vraiment être du côté des gentils. En tout cas, c'est le sentiment que le film nous donne parce qu'il semble vraiment être là pour protéger les êtres humains. Millie Brown semble être l'actrice principale du film. On a quand même un beau casting quand même autour du film. Visuellement, ça promet. Est-ce que on va aller le voir au cinéma? Je suis encore sceptique. Moi aussi. Écoute, la balance m'a beaucoup intrigué. On voit que là, il rouvre l'univers. Parce qu'il y a plusieurs mentions que Godzilla n'est pas le seul des monstres. Qu'il y en a d'autres, puis qu'on en a besoin pour nous protéger. Puis Godzilla a l'air encore une fois incroyable. Il est époustouflant. J'ai vraiment hâte de le voir interagir. Puis il y a une espèce de hit qu'on peut voir à la fin de la bande-annonce qui m'intrigue beaucoup. Mais pour le casting humain, je sens qu'ils ont voulu améliorer ça. Comme on a mentionné dans le premier, il y avait beaucoup de défauts de ce côté-là.
Dès le début du film, on sentait que les personnages humains étaient là plus secondaires puis qu'ils ne fitaient plus. Surtout le couple qu'on suit tout le long. Dans ce cas-ci, ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air des personnages qui complètent l'histoire, qui font pas juste témoigner de l'histoire, mais bien compléter. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis espérer qu'il va y avoir des mentions dans le film, selon les rumeurs, de King Kong. Espérer qu'il va y avoir des mentions dans le film de King Kong. Parce que le prochain film suite à celui-ci, c'est King Kong versus Godzilla. Donc c'est le prochain qui va sortir, je pense, en 2020. Ouais. Donc qui est très attendu lui aussi parce que ça va être une première de voir ces deux grands monstres s'affronter. Ben, il y a déjà eu ça au Japon, mais pas ici. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi en grosse envergure comme ça. Et surtout que Kong, le dernier film que tu n'as pas encore vu, je crois, Non, j'ai pas vu encore. avait teasé l'univers des monstres parce que ça le mentionne tout le long du film que King Kong n'est pas le seul des monstres. Donc, qu'il y en a d'autres dans l'univers qui sont cachés, qui sont soit endormis, soit cachés. Et donc, ça tease entre autres Godzilla. Et donc, j'ai hâte de voir. Moi, je suis un grand amateur de Godzilla. Je le suis depuis. J'ai vu les vieux films des années 90-2000. Puis aussi la série animée que j'avais bien aimée. Je trouve que c'est toujours hallucinant de voir Godzilla. C'est un monstre incroyable. Donc, on va voir. Ouais. Puis pour finir, Overlord, qui est sorti. Ok. On a eu les 3 films de Cloverfield et celui-là aurait dû faire partie du Cloverfield, puis finalement ils ont décidé de dissocier de ça. On a eu comme des fausses infos un peu toxiques. On nous avait dit que Daisy Ridley et que John Boyega. C'était John Boyega? Je me trompe peut-être, c'était peut-être pas John Boyega, mais je sais que Daisy Ridley avait été annoncée comme mon casting. Finalement, on la voit pas du tout. D'après moi, elle n'est plus là. J'ai pas regardé le casting par après, mais elle n'est pas là. Dans le fond, pour résumer le film, c'est une histoire qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le fond, le film commence vraiment en montrant les soldats qui sont poignés pour se battre. Puis ça va l'air d'un drame. Puis à partir de la moitié de la bande-annonce, le film change what the fuck au bout. Ça devient comme des zombies nazis. On sent l'inspiration de Call of Duty pour vrai. Là. Je pense que c'est pas une cachette. C'est ça, dans le fond, les ennemis de l'armée commencent à avoir des zombies un peu partout. On n'en sait pas grand-chose. Ça donne un peu le ton. Ça n'a pas convaincu tout le monde. Mais je vais quand même laisser sa chance au film. Je sais pas si je vais aller le voir au cinéma, mais je suis intrigué. Le film m'a beaucoup intrigué, moi aussi. Surtout parce qu'à la base, il était annoncé comme un film de Cloverfield. Finalement, non. Mais la bande-annonce est vraiment très intrigante, surtout le côté zombie. Il y a comme des expériences, c'est comme si on suit des soldats qui sont droppés en plein milieu de l'Allemagne. Ouais. Puis ils tombent dans un village assez louche. Et rapidement, ils vont voir qu'il y a des expériences qui sont faites là. Et ça a l'air vraiment épeurant comme film, assez ouais, ça déstabilisant. limite horrifique. Là. Ouais, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup intrigué. Autant pour le casting qui a l'air intéressant. C'est pas le gros casting pour un film de ce envergure-là, mais pour ceux qu'on voit dans le film, je suis confiant. J'ai l'impression que ça va être un bon film. Puis c'est DJ Abrams. Donc, ouais, il réalise pas, il produit. Ouais, il produit, mais on s'entend. Il touche au projet. Donc, je trouve ça intriguant et je vais en voir plus. La balance laisse beaucoup de mystère, donc Ouais. j'aime ce genre de balance-là. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Donc, c'était les éléments du Comic-Con qu'on a fait le tri. Évidemment, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais à un moment donné, on peut pas tout parler. On n'a pas des éléments qu'on trouvait les plus intéressants à notre sens. Donc, voilà. On va aller du côté non-spoiler pour parler du film qu'on est censé critiquer cette semaine, qui est le dernier film de Mission Impossible en date, Mission Impossible Répercussion. Fallout. Voilà, donc on y va sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, je répète, cette semaine, comme Max l'a mentionné, le film Mission Impossible Répercussion. Fallout. Et non, on est Québécois, il faut le dire en français. Les Ouais, mais aux États-Unis, quand ils regardent le père en flic, ils disent-tu The Father of the Son? Non, ils vont dire The Père en flic. OK? Fait que, non. Bon. Bref, C'est le nom original. c'est le 6e opus de la saga Mission Impossible. Ça fait maintenant 22 ans qu'on a droit aux aventures d'Ethan Hunt, joué toujours par l'excellent Tom Cruise. Ça ne nous rajeunit pas, hein? 96 le premier. J'avais 3 ans. Hein? J'avais 3 ans. J'avais 4 ans, moi. Oh! c'est pas rien. Je les aime plus vieux aussi. Ouais, écoute, mais ils sont toujours aussi bons, ils ont bien vieilli. Ah, Brian De Palma, le premier, j'ai essayé, moi, de l'écouter, puis j'embarque pas, c'est long, il se passe pas grand-chose. C'est comme un film de 13 ans, je trouve ça intéressant, mais quand je regarde la 6 puis je regarde le premier, il y a vraiment un décalage côté ton. Là. Ouais. C'est moins un film d'action, là, c'est le premier. Mais c'est à base, c'est espionnage, là, on pousse un peu plus loin. Celui-ci est réalisé par Christopher McQuarrie, c'est la première fois que c'est le même réalisateur qui fait 2 films de Mission Impossible. Ouais. C'est lui qui a fait le précédent Mission Impossible, la Nation Rogue, en version française, ou de Rogue Nation pour Max et tous les anglophones ici. Et donc, dans le fond, c'est aussi intéressant de savoir, c'est que c'est la suite. Les 2 films ont été construits pour être
une histoire commune. Comme le 3 puis le 4. Ouais, si on peut dire, mais alors, encore là, c'est encore plus poussé comme lien. Il y a beaucoup plus de liens. Oui, définitivement. Là. Définitivement. Et dans le casting, on a toujours Tom Cruise dans le rôle principal, qui vit, je trouve, très bien. On a un ajout, Henry Cavill, connu pour Superman, entre autres, qui rejoint le casting dans le rôle de August Walker, un agent de la CIA. On a aussi Ving Rhames, qui revient encore une fois. C'est un des acteurs qui était là quasiment tout le long de la saga. Ouais, je pense qu'il est juste pas là dans le 5. Je pense que c'est ça. Il y a un film qui est pas là, qui joue un des acolytes de Ethan. Ouais. C'est l'informaticien, dans le fond. On a Simon Pegg, qui lui, je trouve très bon, qui revient encore une fois. Lui aussi, c'est un des acolytes de Tom Cruise. C'est comme le Gadgetman. Ouais, le Gadgetman, si on veut. Puis c'est lui qui va sur le terrain avec lui aussi, au besoin. On a Rebecca Ferguson, qui fait l'actrice principale, qui était là dans le 5e opus, qui revient dans le même rôle d'Isa Foss, qui est une agente du gouvernement britannique, qui est très bonne. Moi, j'adore cette actrice-là. Ouais, moi aussi. J'ai découvert avec ses... Très sexy dans son genre. Très sexy dans son genre, effectivement. On a Sheen Harris. Qui est comme le méchant du 5. Solomon Lane. Ouais, c'est ça. Qui était le leader du syndicat, qui a été renommé les apôtres dans celui-ci. Avec un nouveau leader mystérieux qui est John Clark. En tout cas, on a aussi Alec Baldwin, qui fait comme la liaison entre le gouvernement et les hommes de Mission Impossible. De Mission Impossible. On a aussi le retour de Michelle Line Monaghan, qui fait la femme de Tom Cruise, qui était là dans le 3e et le 4e opus. Le 4e est là brièvement. Ouais, à la fin du film. Et qui revient ici avec un rôle un peu plus marqué. Et on a, malheureusement, Jimmy Renner, je l'ai mentionné, n'est pas revenu au casting, qui était présent dans les 2 derniers opus, à cause qu'il était pris avec les Avengers et aussi Tag, si je peux mentionner. Ouais, ça en fait partie des raisons. Ouais. Et donc, c'est dommage parce que je l'aimais bien comme personnage, même si. Mais il peut revenir, tu sais, il est pas mort. Non, il est pas mort. Mais est-ce que tu as vu l'anecdote par rapport à sa mort? Il y a eu une anecdote, le réalisateur Christopher McQuarrie avait contacté Jeremy Renner et avait dit écoute, on aimerait ça faire tuer ton personnage dans le film. Comme ça, ça donnerait vraiment comme un point d'encre pour le film. J'ai fait non, je veux pas tuer mon personnage, j'ai pas voulu. Fait que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas. C'est une des raisons aussi. D'accord. Donc, gros casting. Il y a évidemment d'autres acteurs. J'en mentionne une dernière que tu n'as pas mentionnée. Je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je parle du film. Vanessa Kirby, qui est connue pour la série The Crown, qui fait la princesse Margaret. Ah, la blonde dans le film, c'est ça? Qui fait en anglais, je le dis en anglais pour te faire plaisir, The White Widow. OK. La veuve blanche en français. Ouais. C'est un nom qui ressemble un peu à Black Widow, la veuve noire de Pas Black Dildo, hein. Très drôle. Merci. Que j'ai bien aimé, j'étais surpris de la voir dans le film. Je n'avais pas vu qu'elle était dans le film. Très drôle, Max. Et j'ai bien aimé sa performance dans le film, donc je voulais le mentionner dans le casting. Donc, c'est produit par Skies Dance et Bat Rebel. Ouais, Bat Rebel est en accompagné de J.J. Abrams. Voilà. Et c'est distribué par Paramount Pictures. Ouais, qui est leur plus grosse franchise. C'est leur plus grosse franchise, je suis pas surpris. Et Metacritic a donné 86% d'avis positifs, ce qui est très bon. Très bon. Sur Metacritic, c'est excellent. Le public le suit avec 85%, donc c'est encore très bon parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est comme moi, je mets 0 parce que j'aime pas Tom Cruise. Drette ça arrive tout le temps. Ça en fait partie. Rotten Tomato, très surprenant, 97% d'avis positifs. Sacrément. Quasiment parfait. C'est le film de la franchise qui a la meilleure note. Qui a la meilleure note, et voilà. Et le public très proche, à 91%, je suis bien d'accord. C'est encore très bon, là. Très bonne cote pour le film. Je te laisse avec le box-office. Dans le fond, on a un budget de 178 millions qui a coûté... En fait, le film aurait dû coûter moins cher que ça, en fait. C'est parce que Tom Cruise, vu qu'il s'est blessé, le projet a été repoussé de 6 mois. Mais grâce à ça, par exemple, ça a laissé le temps aux producteurs, puis pas aux producteurs, excuse-moi, aux directeurs et à l'équipe de pouvoir prendre du temps pour faire déjà du montage à l'avance. Comme ça, le film allait sortir à temps. Et dans le fond, à date, le film est rendu avec un box-office de 329 millions de dollars. C'est excellent. Écoute, on calcule que le film est sorti depuis une semaine. C'est très bon. C'est vraiment, vraiment bon. Le film c'est probablement le film de la franchise qui va faire le plus d'argent. Puis je crois qu'il n'est même pas sorti encore en Europe. Il sort en Europe seulement à la fin du mois. Ce film-là va vraiment être rentable. Je ne serais pas surpris que ce soit le plus grand de la franchise. Je serais pas surpris, surtout que c'est considéré comme le meilleur de la franchise par les critiques, en règle générale. Absolument, ça a un impact. Ça a un impact positif. Et je suis quand même bien d'accord. Le film est très bon. Il faut mentionner que c'est basé sur la série du même nom. Ouais. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, il y avait une série des années 80-90 de Mission Impossible. J'ai déjà vu des épisodes à prise 2. C'est sûr que c'est pas au même niveau. On s'entend que les films de Mission Impossible ont relevé ça une qualité assez haute, mais reste c'est important de le mentionner, je crois.
On va avec le cast. Ben, je vais mettre en contexte l'histoire. Ouais. Ça suit les événements 2 ans après le précédent film. Toujours avec, comme je dis, le personnage d'Ethan Hunt, qui, dans le fond, court toujours après l'organisation secrète dirigée par Solomon Lane, qui était le syndicat, qu'après le fait que le chef s'est fait capturer, s'est renommé les Apôtres, et ont décidé de continuer la mission de Solomon Lane avec un nouveau leader mystérieux, disons, de John Clark. C'est pas Lark? John Lark. Et dans le fond, on ne sait pas c'est qui. Et Tom Cruise a comme mission de démanteler une bonne fois pour toutes. Et soit du temps par ça, c'est bon de le mentionner, c'est que le film, si vous l'avez pas vu le 5, le 6e vous résume vraiment le 5e en comme 5 minutes pour que vous compreniez bien Ouais, le il y a film. une mise en contexte. Et sa mission, c'est encore une fois, c'est de démanteler ce groupe-là, Top Secret, avant qu'ils mettent leur plan en exécution parce qu'ils ont réussi à mettre la main sur des ogives nucléaires. Ouais, c'est Donc ça. la pression est énorme. C'est comme 3 boules nucléaires. 3 boules nucléaires. Donc il va tout faire. Il y a 72 heures pour empêcher l'apocalypse, si je peux dire. Et donc on va le suivre dans une course effrénée d'action non-stop. Et donc, sa mise en contexte, avec le casting, Ethan Hunt, qui est joué par Tom Cruise, qu'est-ce que t'en as pensé? Tom Cruise, ça, on leur reproche souvent d'être plus proche d'un. Moi, je pourrais dire un cascadeur qu'un acteur. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que là-dedans, il est vraiment là, au top de sa forme au niveau de sa performance. J'y crois vraiment. Clairement, il connaît son personnage par cœur. Là. Ça, c'est définitif. Je trouve vraiment que c'est fluide. Puis je trouve vraiment que Tom Cruise sort son épingle du jeu. Et quand il doit vraiment faire de l'émotion, mais je trouve qu'il s'en sort vraiment bien pour vrai. Chapeau pour Tom Cruise. Écoute, je suis bien d'accord. Tom Cruise, il est très bon. On voit qu'il y a une maîtrise totale de son personnage. C'est quand même son 6e film avec ce personnage-là. On sent qu'il est capable de mettre l'émotion, même plus. Je dirais que ce film-là, c'est celui qui va ressortir le plus d'émotion à son personnage. Il donne vraiment un background, en tout cas. Ouais, parce que dans les autres films, son background est survolé, à peine dévoilé. Il y a quelques éléments par-ci par-là. Ça commence à partir du 3, genre, qui à peu près, commence à avoir quelque chose. Mais là, on voit ils ont voulu vraiment plus développer, puis ça le rend plus humain aussi, son personnage. J'ai bien aimé ça. J'adore Tom Cruise, puis il a relevé la barre encore une fois pour son personnage dans ce film-là. On va être Henry Cavill, qui est un nouveau au casting, qui joue un agent de la CIA, August Walker. Je vais commencer. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est de plus en plus présent dans les gros films. Il s'est fait connaître évidemment avec Superman. Mais il commence à faire d'autres films d'action pour se démarquer. Il y en a même qui le voient comme le futur James Bond, tellement qu'il a le charisme pour. Et je serais pas surpris, mais je pense qu'à cause qu'il est Superman, il sera pas James Bond parce qu'il peut pas faire 2 personnages emblématiques comme ça, collés comme ça. Parce que Superman va le faire encore pendant plusieurs années probablement. Donc il peut pas se le permettre. Mais reste que dans le film, je l'ai apprécié, il est surprenant. Moi, maintenant, au début du film, j'ai trouvé un peu stupide. Mais rapidement, j'ai trouvé intéressant et vraiment brutal. Il fait un bon. Comment je dirais ça, une bonne balance avec Tom Cruise. Tom Cruise, il est pas là pour montrer la puissance, la force. Tom Cruise est plus là pour l'intelligence, la ruse. Puis Henry Cavill, lui, va emmener le côté brutal dans le film. Et j'ai bien aimé ça parce que c'est quelque chose qui n'était pas si présent que ça dans les films de Mission Impossible. On a plus droit à ça dans des films comme James Bond ou John Wick ou des trucs comme ça. Dans ce cas-ci, il a amené un côté qui est vraiment intéressant, je pense. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Moi, je trouve qu'Henry Cavill, là-dedans, il est vraiment bon. Là. Genre, ça fait du bien de voir Henry Cavill acter. Je trouvais que dans les derniers Superman, il était vraiment minime. Je dirais presque du pilote automatique. Je trouve que là-dedans, on a vraiment un personnage avec une profondeur et vraiment une expérience. Tu sens que le background, t'as même pas besoin d'avoir vu le personnage ailleurs pour savoir que ce gars-là, il en a facile des gueules. Puis seulement c'est un signe de prestance. Puis pour vrai, je l'ai trouvé excellent. Vraiment bon. Henry Cavill m'a surpris. C'est un signe que finalement, on le sous-estime peut-être trop aussi. Oui, puis même si à certains moments dans le film, il me rappelait qu'il était Superman, c'est un acteur sous-estimé pour sa variété de rôles qu'il peut faire. Ouais. Il a déjà fait Code on Call, qui a pu montrer qu'il était capable de faire de l'espionnage. Je l'ai pas vu, ça. Je l'ai vu, puis je l'ai quand même apprécié. Ça aussi, c'est basé sur une série des années 80-90. Et il a pu montrer qu'il avait de faire des films d'espionnage, des films d'action. Puis dans ce cas-ci, il est vraiment très bon dans le film. J'y ai cru, voilà. Pour continuer, on va parler de l'actrice principale, Rebecca Ferguson, qui revient à son rôle qui était dans le 5e opus. Je vais te laisser commencer. Ouais, moi je l'ai trouvé badass. Ça se fait que surtout, je l'avais quasiment un peu oublié le personnage, je suis niaiseux à dire.
J'ai pas comme réécouté le 5 avant d'aller voir le 6. Mais pour vrai, j'ai trouvé vraiment que son personnage avait comme. Tu sais, ses intentions étaient claires. On sait pourquoi qu'elle est là. Je trouve vraiment que ça. Puis elle apporte quand même son lot de mystère malgré tout. Je trouve vraiment qu'elle est vraiment là. Tu sais, elle sert un peu aussi à bloquer Hunt tout au long du film. Puis je trouve là-dedans, ce personnage-là, comme vraiment été bien écrit. Tu sais, elle est pas juste là pour dire on a une femme dans le casting. Yeah! Non. Elle est là parce qu'elle a vraiment besoin d'être là. Puis elle sert à l'histoire. Je suis très d'accord. Elle complète bien l'histoire. Souvent dans les films d'espionnage, comme dans les James Bond, on a le droit des Bond Girls qui sont juste là pour avoir des filles dans le film, des femmes dans le film et qui complètent l'histoire. Dans ce cas-ci, elle apporte de quoi l'histoire. Elle est présente, elle sait se battre, elle se défend. Elle fait des belles scènes d'action. Même elle tient tête à Hunt. Même si à certains moments, dans certaines scènes, je vais en reparler tantôt, je trouve ça rigolo, leur interaction. Mais j'adore l'actrice, puis j'aimerais ça la voir plus souvent au cinéma. Moi aussi. Elle est vraiment très bonne. J'ai vu des images passer, elle joue dans une série TV, puis elle est blonde dans la série TV, puis ça m'a beaucoup perturbé. Ah ouais? Elle est blonde. Elle apporte, je sais pas si c'est une perruque ou si c'est ses cheveux qu'elle les atteint, mais ça m'a beaucoup perturbé parce que je trouve que ça va très bien, les cheveux bruns. Ça la représente très bien. Donc, très bonne actrice. Je sais pas s'il y a un autre acteur que tu voudrais mentionner dans le film. Non, moi, c'est pas mal ces trois-là. Là. Les autres, c'est des acteurs qui sont revenus déjà, donc on connaît bien. Là. Voilà. Comme Simon Pegg, il est encore très bon. Là. Ah oui, il est excellent. Donc, on va aller avec la critique générale du film. Ouais, vas-y en premier. J'ai beaucoup aimé le film, je l'ai adoré. On a le droit de l'action non-stop en 2 ans et demi de temps. Il y a quelques rares moments qu'on peut reprendre notre souffle qui sont bien appréciés. Tom Cruise, c'est une performance 5 étoiles. On a des twists dans le film qu'on s'attend pas. À chaque fois, on est comme Même la fin, même après 6 films, il réussit toujours à nous mettre la pression. Que jusqu'à la dernière seconde, on a des sueurs froides, on a peur que les personnages meurent, on a peur qu'ils échouent la mission. Et c'est vraiment très bien fait. Les paysages, les décors sont à couper le souffle. Le réalisateur a voulu, j'ai lu ça dans l'article, mettre plus en avant-plan la France, Paris. Oh, oui, c'est un des rares qui a eu le droit à faire des plans uniques. Là, genre. Et c'est vraiment apprécié, surtout parce qu'il y a eu, dans les dernières années, la France et Paris a été beaucoup amochés par les attentats. Et là, il a voulu montrer que la ville, c'est une ville forte, qui avait un caractère. Qui était beau aussi. Qui était belle. Et on le ressent dans le film, et j'apprécie ça. On n'a pas le droit à un autre film d'espionnage, encore une fois, aux États-Unis, où il doit des jeux un complot. Ben, c'est une des forces de Mission Impossible, il voyage beaucoup. C'est vraiment apprécié. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les décors, surtout la fin, c'est à couper le souffle. Et tous les personnages sont très complémentaires. J'ai aimé l'évolution du personnage de Hunt. Son côté personnel qui est plus développé. On ressent des émotions pour lui. Puis même à la fin, on a comme une sueur froide pour lui. Vraiment, il y a 2-3 trucs qui m'ont énervé du film, mais j'en parle dans la zone spoiler. Mais dans l'ensemble, là, c'est un film non-stop de qualité. Là. C'est 5 étoiles. À toi. Vas-tu donner ta note, toi? Non, je vais la donner plus tard. Tu t'as dit 5 étoiles. C'est une expression. Mission Impossible, c'est une franchise que j'ai appris à aimer. J'avais écouté l'un à l'époque, puis j'avais pas capoté. J'avais réessayé, puis j'avais pas capoté. Le 2, c'est épouvantable comment c'était un navet. Le 3e, c'est là que j'ai recommencé à aimer vraiment Mission Impossible. J'avais eu vraiment ça, c'était pas un film parfait, mais je me rappelle d'avoir eu vraiment beaucoup de fun quand je l'écoutais. Puis le 4e, je suis allé le voir parce que je voyais partout, tout le monde disait « Ah, c'est un super bon film! » Fait que je suis allé le voir. Puis le 4 puis le 5, c'était un roller coaster d'émotions. C'était vraiment, 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 vraiment solide comme film. Et Mission Impossible 6, tabarnak. Il rose ça. Il pousse encore plus haut que ça. C'est un film remarquable. C'est probablement un des meilleurs films d'action en 2010 et 2020. Si c'est pas le meilleur, juste en dessous de Mad Max. C'est vraiment là, un film extrêmement intelligent, très bien exécuté, très bien réalisé, très bien joué. On a vraiment un concept intéressant. On a une histoire, on a une prémisse intéressante avec un contexte intéressant et est clair, on se perd pas, on comprend les intentions du méchant, on comprend les intentions du gentil. Et le film réussit quand même à nous surprendre à chaque fois, même quand dans des moments tu te dis ok, je connais les ficelles de Mission Impossible, ça je le sais, ils m'auront pas, mais à chaque fois tu te fais avoir. Le film est rempli de surprises, puis j'aime ça, le concept il y a de la trahison, il y a de la méchanceté, il y a des plans qui sont comme juste over the top, tu sais, c'est les bombes nucléaires, tu peux-tu avoir plus explosif que ça? Pour vrai, Mission Impossible 6 est un putain de bon film. Et voilà, donc pour vraiment plus en parler en profondeur, on va être dans la zone de spoiler. Donc on y va sans plus attendre. Oh oui, monsieur. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, on va parler du film plus en détail, ce qu'on a aimé, ce qu'on a adoré, ce qu'on a trouvé incroyable de ce film-là. Mais je commencerai avec un élément qui m'a chicoté du film. Ouais, ok. Oh, t'as du négatif à donner? Ben,
j'ai de la misère à comprendre le but. C'est au début du film, Tom Cruise et Henry Cavill doivent sauter en parachute. Ouais. Et Ethan Hunt, le personnage, réalise que c'est trop dangereux, il devrait repousser le parachutage. Mais Henry Cavill, lui, non, il préfère foncer, puis il saute, puis il tombe inconscient dans les airs. Puis là, Hunt, il doit le sauver pour pas qu'il crève. Je trouve un peu absurde cette scène-là, parce que juste avant, Henry Cavill se présente comme un personnage ballast, qui a full d'expérience, puis qui est là pour le tenir à l'ordre. Puis 2 minutes après, il saute en parachute, puis il tombe inconscient, puis il frôle de crever. Ouais, ben parce qu'il se fait frapper par un éclair, là. Ça ferait pas d'éclair? Ben oui, des nuages. J'avais pas remarqué que ça ferait pas d'éclair. Il dit en plus, Henry Cavill, pendant qu'il tombe, il fait hein, t'as-tu peur des éclairs? Tah! Il pogne un coup. Ça expliquait un peu plus la scène, mais il reste que pareil, je trouve ça un peu absurde. C'était dangereux, puis il a sauté pareil. Ouais, ben il voulait montrer à quel point il était badass, là. Ouais, j'imagine. Mais dans l'ensemble, le film, écoute, il part assez brutal. Je sais pas si tu veux t'es lancé tout de suite sur le début. Où tu vas en venir? Est-ce que tu parles de ça de bain ou? Je vais commencer avec la mise en contexte. Ça commence qu'il y a une espèce d'appartement à Belfast. Puis, dans le fond, ça te met en contexte que, dans le fond, les méchants du premier film sont toujours présents, même si le 2 n'est plus là. Puis, il te laisse un gros mystère. Puis, il doit accepter la mission. Puis, le fameux. Si toutefois vous acceptez cette mission, C'est un message s'autodétruira. tu vas dans les 5 prochaines secondes. Mais ça reste. ça reste toujours marquant, ce message-là. Ben, c'est parce que c'est très. C'est une signature pour le film. Il a comme pas le choix de le mettre, là, tu sais. Comme une fin avec un contre-robot, ça n'a pas le choix, là, tu sais. Je pense que je te lancerai sur une scène que tu as aimée. Ben, je vais commencer avec la scène de la salle de bain, où que justement Henry Cavill. Dans le fond, Tom Cruise sauve Henry Cavill dans le saut de parachute. Puis rendu en bas, ils doivent infiltrer pour le genre de discothèque, si on veut, ou c'est un rave, là, tu sais. Et dans le fond, ils cherchent un gars, puis ils réussissent à le trouver avec leur détecteur. Ils doivent aller dans la salle de bain. Ils rentrent dans la salle de bain, puis là, tu sais, ils checkent chaque gars un après l'autre avec le détecteur pour voir si c'est lui, non, c'est pas lui, si c'est lui, non, c'est pas lui. Puis quand ils trouvent le gars, la scène de combat, j'ai tellement aimé ça comme mise en scène. On coupe le son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est juste du son. C'est juste, chaque coup, t'entends. Chaque coup qu'Henry Cavill donne, t'entends le ta. Tu sais, t'as mal à chier pour le gars qui mange des coups. Puis ça arrête pas, c'est non-stop. Puis ces deux gars contre un, puis les acrobaties qui sont faites pendant cette scène-là sont incroyables. Ça défonce tout ce qu'il y a sur le décor, le lavabo, les toilettes, tout ça. Puis ça donne vraiment, là, ok, là, tu sais que ce film-là va te tenir en haleine. Puis tu sais qu'Henry Cavill, autant que t'es comme ambigu s'il est gentil ou non, tu vois là qu'il est comme ok, ce gars-là va être pas facile à battre, là, tu sais. Va être un méchant adversaire, là. Je suis d'accord, la scène dans la douche montre vraiment que Henry Cavill est un personnage vraiment brutal et qu'il est au même niveau qu'Ethan Hunt, puis que le combat est assez incroyable. C'est fou parce qu'ils se mettent 2 contre 1, puis ils ont de la misère comme ça se peut pas. Ouais, le gars, il faut dire qu'il est assez. Ouais, mais la scène est vraiment emblématique, j'ai adoré. Et même l'interaction après, parce qu'il réalise dans le fond qu'il peut pas aller avec le visage parce qu'il a brisé la machine. Ouais, et puis ça amène une scène cocasse qui sort dans la cabine, là. C'est rendu une référence à les derniers films de Mission Impossible que finalement, il ne réussit pas à se faire de visage. Ouais. Dans les 3 derniers films, je pense qu'à chaque fois, la machine finit par péter ou il y a de quoi. Elle est comme pas fiable, là. Genre, je me rappelle, je pense que c'est le protocole fantôme, ils sont comme dans un hôtel. Ouais, à Dubaï, là. Ouais, puis la machine a fini par sursauter, fait qu'ils ont pas le choix, ils se présentent lui-même sans visage, puis il se passe pour l'acheteur. Puis ça fait une scène vraiment avec de la pression parce qu'il doit être crédible. Puis encore là, ben, il le refait, dans le fond, justement après, quand il va voir la White ouais, ben c'est là où je l'ai emmené. Il refait la même chose, il va la voir, puis c'est passé pour le gars. Puis il vient convaincant, puis elle le suit. Puis même, il y a une belle interaction avec elle. Je m'attendais pas, mais elle aussi, elle se défend. Elle sort un couteau, puis elle poignarde un des gardes. Oh, ouais. J'ai bien aimé cette interaction-là. Puis ça passe sur des scènes d'action non-stop. Parce que ça crée des poursuites à travers la ville. J'ai un blanc sur la scène d'action en tant que telle, mais ce que je veux dire, c'est que les scènes poursuites à Paris, je les ai adorées. Ouais, puis c'est Tom Cruise qui est fait vraiment, là. Ouais, c'est ça. Toutes les courses, puis tout, c'est lui qui est fait, là. Je sais plus c'est à quel moment dans le film, mais le moment qu'ils vont libérer Summer Lane, avec la poursuite dans la ville, j'ai trouvé ça brutal, j'ai trouvé ça vraiment bien emmené. Puis, tu sais, on sent pas qu'il va y avoir une coupure dans les scènes, c'est très fluide comme scène d'action. Puis on sait effectivement que c'est Tom Cruise. Par contre, pour l'actrice, j'ai pas l'impression que c'était elle qui était sa moto. Parce qu'il se fait poursuivre le long par la fille en moto. Ah, bah ça se peut, là. Ça se peut. Tu sais, je peux comprendre, mais. C'est pas facile, là. C'est pas quelque chose qui est comme donné à tout le monde, là. Mais j'ai aimé la poursuite, puis j'ai aimé la fin de la poursuite. Il y a comme ça coupe sec. Parce qu'il rouvre le garage, t'as juste la policière qui est là, qui regarde, puis il se regarde. Elle regarde, il se regarde. Ouais. Puis comme fuck. Là, il s'approche, puis il dit en français en plus. Tu le vois avec les sous comme calmez-vous, allez-vous-en. Vous avez rien vu. Allez, vous avez comme non, puis elle appelle, comme calmez-vous.
Là, elle se fait descendre, t'es comme, oh mon Dieu. Puis, Mais le film réussit tout le temps à te surprendre pareil, puis tu te dis, crime, là, qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir, tu sais? à chaque fois, tu te demandes, puis... Mais c'est justement, la scène qui essaie de... il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que dès la discothèque après, ils vont rencontrer Black Widow dans une genre une place où ils vont justement préparer pour l'assaut pour attaquer les policiers. J'ai aimé que Ethan pense au fait, OK, là, il va falloir que j'abatte des innocents, là. Ouais, parce que t'as la scène sans son, Ouais. que tu vois qui attaque, puis tue tout le monde. T'es comme, est-ce que c'est la vraie scène? Puis ça revient à Ethan qui est dans la place avec la fille, puis comme, ah, ok, Ethan, il a pas tué personne, ok. Parce que, tu sais, Ethan, c'est pas un méchant, il tue pas, il tue juste Quand il n'y a pas le choix. Voilà. Là. Donc, j'ai bien aimé cette scène-là, ça crée une pression, on n'était pas habitué non plus de ces films-là, parce que la façon que ça en vient, on pense que c'est vrai, mais finalement, ça l'est pas. Puis Mais c'est une prise de conscience du personnage aussi. voilà, puis j'ai bien aimé aussi l'évolution avec le personnage de Solomon Lane, l'interaction qu'il y a avec, c'est le méchant du précédent film. Parce qu'à la fin du précédent film, Ethan le regarde et il dit, tu vois, ton plan est pas parfait, je t'ai eu, t'es fait, tu vas aller en prison. Puis l'autre est pas content. Parce que tout le long du précédent film, il n'y a pas de dire qu'il peut pas le battre. Puis là, dans celui-là, il dit, tu vois, tout ce que tu as fait, ça servait à rien parce que je suis revenu. Puis mon plan va marcher pareil, tu peux pas l'éviter, c'est inévitable. Puis j'aime ce côté-là, genre de pression, de comme... C'est vrai, puis ça amène une scène écœurante où ils vont interroger un des gars qui a créé la bombe atomique. Puis là, ils montrent à la TV qu'il y a 3 pays où il y a des églises, justement, qui ont explosé par des bombes nucléaires. Puis là, ils te montrent un Ethan qui est en tabarnak. Puis là, t'es comme, ah, shit, il est vraiment en crise. Parce qu'ils se sentent mal, parce que c'est à cause d'eux autres si les bombes ont disparu. Puis là, tu te dis, ah, c'est ça qui doit culpabiliser. Puis là, il finit par dire, OK, on va donner une feuille au gars des nouvelles, puis il va lire ton serment que tu le souhaites. Il commence à lire le serment. Après là, t'as comme tout le décor qui se sépare, tout le monde s'éloigne, t'as tous les murs qui disparaissent. Ils ont joué un piège pour genre pour avoir l'accès à son cellulaire. Tu te dis tabarouette, j'ai même pas pensé. Ah non, écoute, t'es saisi, là, c'est des scènes tellement avec des twists surprenantes. Ils en font tout le long du film. Il y a la scène aussi où ils ont capturé Solomon Lane, puis son espèce d'égout. Puis là, ils décident de l'escorter. Fait que là, ils décident de prendre son, Simon Pegg va prendre son apparence. Tu dis, ah, c'est parfait, ils vont le piéger comme ça. Puis ils s'en vont, t'es comme, ok. Ouais. T'as un cavé qui reste là, puis tu le sais, parce qu'ils te l'ont teasé une scène avant que c'est lui le méchant. Parce qu'il donne un cellulaire à. Pas brisé. Pas brisé. Fait que là, il s'approche, il dit, je viens vous libérer, il faut y aller, on n'a pas beaucoup de temps. Puis il dit, non, il faut que je reste. J'ai pas fini avec Ethan Hunt, il faut que j'y parle encore. Puis il est comme, ok, mais t'es tête brûlée, fuck up. Puis il arrive pour partir, puis surtout, puis il regarde, puis comme, attends, ça marche pas, là. Il s'approche, c'est pas toi. Puis là, il enlève le masque. Puis comme... Ben, c'est pas comme ça qu'il clique, c'est qu'il dit, ma boss, elle m'avait bien dit, vous êtes tous des idiots avec des masques. Puis il fait, ah, tabarnak. Là, il allume, là, tu le vois, puis il enlève le masque, puis t'as Simon Pegg qui est comme, allô! Puis fait que ça veut dire que depuis le début du film, ils savent que c'est un traître. Ouais. C'est fou pareil, hein? C'est fou pareil. La tension est de même tout le long. Hein. Il y a une tension, est-ce qu'ils le savent, est-ce qu'ils le savent pas? Parce que ce moment-là, là, c'est incroyable. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnages qui meurent, c'est pas ajouter une tension encore plus. Alec Baldwin. Alec Baldwin finit par mourir, ce qui est dommage. Parce que c'était comme le lien entre les deux. Mais je pense que c'est le fait que Jeremy Renner voulait pas mourir, ils ont fait mourir lui à la place. Fallait une tension. Là, mais ça amène une twist incroyable, cette scène-là, là, c'est fou. Là. Ah ouais. Puis ça amène justement la course-poursuite dans la ville où il doit amener Solomon Lane, puis qu'il se promène à travers Paris. Là, ou juste quand il fait juste passer à travers le grillage, t'as comme les policiers qui s'en viennent pour aller le chercher. Puis ils l'ont enfin en poursuite, puis Tom Cruise il a fait un trou dans le grillage, puis il saute en bas. Ouais. Puis t'as Simon Pegg qui passe avec le bateau avec Vince Vaughn. Comme. Ah, wow! Le film, c'est ça. C'est surprise perdue de surprise. Puis même quand on apprend qu'Henry Cavill était méchant, ça amène une course-poursuite où Tom Cruise doit courir comme à travers Paris au grand complet, sans arrêt. Puis je trouve ça cool parce que genre t'as Simon Pegg qui fait OK, tourne à gauche. Là, il regarde à gauche, fait. Il y a rien à gauche! Ah non, excuse-moi, c'est parce que ma carte était en 2D. Ah! Ça amène. Puis le film, c'est ça. Autant que c'est probablement une émission impossible dans les 3 derniers qui est vraiment le plus lourd au niveau sérieux, autant qu'il est capable de rajouter quand même une petite couche d'humour là, pour pouvoir alléger le tout. Là. Qui est très apprécié du film. Je pense qu'on peut se rendre à la fin du film. Ouais. Qui se passe, je pense, c'est genre au Népal, un truc comme ça. Ouais. Où Hunt va revoir sa femme aussi. Ouais, ben c'est ça un des twists parce que il arrive là-bas à un centre de médecins qui aident les gens qui sont malades. Puis là, il sait qu'il y a 3 bombes cachées là. Puis il se promène, puis il commence à parler de la place. Puis ils disent
C'était financé par Simon Lane. Il a insisté pour que ce soit là. Puis il a insisté pour choisir les médecins. Puis t'es comme, OK. Puis il arrive pour entrer dans un bâtiment. Puis il entend Ethan. Puis t'es comme, oh non. Oh non, c'est pas vrai, là. Non. Et il se retourne. Tu vois sa femme. T'es comme, non. T'es comme, non. Tu sais, juste pour le mettre encore plus comme. Puis là, tu vois dans le regard d'Ethan. Comme, oh non. Là, il calcule. Tu vois dans sa tête, il calcule comme, mais qu'est-ce que je fais, là? Il y a 3 bombes autour de nous. Ma femme est là. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la marde, là. Puis là, il commence à jaser avec elle, puis il se passait pour un médecin. Puis rapidement, ça dégénère parce que là, ils ont une course, ils ont genre 15 minutes pour trouver les 3 bombes. Puis là, t'as Ethan qui vole l'hélicoptère, puis il part dans une poursuite hélicoptère de la mort avec Henry Cavill. Hallucinant, puis genre, il sait pas chauffer un hélicoptère. Puis il le dit, il est comme. Tout le monde fait Hein? Dans un hélicoptère, dans un hélicoptère. Il est dans un hélicoptère, il est dans un hélicoptère, je suis dans un hélicoptère. C'était comme une corde en plus, avec une boule en dessous. Ouais. Tu te dis, ah, ok, c'est comme ça qu'il va écrire ça une volée, en pensant qu'il va faire balancer la balle. Puis finalement, non. Puis là, il essaie de la faire tomber sur Henry Cavill. Ça marche pas. Puis Henry Cavill sort une grosse machine gun, puis il commence à tirer dessus. Ah ouais, avec sa grosse moustache en plus. Là, puis ça mène vraiment. Puis t'as le chrono, puis la scène est stressante parce qu'au début, rapidement, il trouve une bombe. Il en trouve une rapidement, t'es comme, OK, l'espoir est là. Mais la deuxième, là, ça prend du temps avant de la trouver. Ils font le tour. Puis finalement, ils la trouvent dans l'espèce de temple où que Simon Lane est là. Puis là, Simon Lane, il y a un combat là, puis c'est de la tension. Puis jusqu'à la dernière seconde, puis même, les 2 hélicoptères finissent par se crasher sur une espèce de plateforme de roche. Puis là, t'as Henry Cavill puis Tom Cruise qui s'affrontent, puis c'est un combat violent. Puis ils tombent sur une corde, puis il y a juste un crochet qui les retienne. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, ils arriveront pas, puis ils restent genre moins d'1 minute, t'es comme, ah! J'ai aimé quand les 2 hélicoptères comme crash sur le rocher. Oui, dans le tunnel, là. Comme un genre de tunnel, si on veut. Puis t'as comme Henry Cavill qui fait Tu meurs jamais, toi! Puis lui, genre, t'es à moitié défiguré, là. Ah ouais, j'ai trouvé ça drôle, là. Ah, écoute, la scène est à couper le souffle, là. Ils se battent sur la roche, puis. Mais le crochet dans le crâne d'Henry Cavill. Ah! Ah, c'est ça, c'est comme. T'avais mal, là. Ah, c'est douloureux! Mais le film, c'est ça, le fait qu'il y ait comme le chrono de 15 minutes. Tu vois que tu sais qu'il va y avoir comme 15 minutes d'action sans arrêt. Mais là, le chrono avance. Puis je pense que c'est un vrai 15 minutes, là. C'est pour vrai. Puis là, tu vois le 3, 2, 1. Puis là, tu vois vraiment une tension qui monte. Parce qu'en plus de ça, t'as genre Simon Pegg qui se fait quasiment pendre par Simon Lane. Puis t'as comme le. Comment elle s'appelle la dame? Je m'excuse. Ilsa Faust. Ilsa Faust qui se bat. Puis qui va refaire la même prise des genoux, là. Bref, ça amène une tension de malade mentale. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que... J'ai beaucoup aimé cette scène. Puis il nous fait croire qu'il explose à la fin. Hein. Ouais. Tout devient blanc. Puis finalement, tu vois qu'il y a la pinuche dans la gueule. Puis j'ai bien aimé aussi, après, l'espèce d'épilogue avec sa femme, qui réalise qu'à la fond, elle a une vie heureuse, puis qu'elle regrette rien. Ouais. Puis qu'elle en veut pas pour rien. Puis lui, il peut continuer sa vie, il peut être heureux pareil. J'ai bien aimé ça. C'est vraiment une belle boucle. Parce que ça avait laissé en suspens dans les derniers films. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est vraiment une belle épilogue. Puis une belle fin au film aussi. Ah ouais, définitivement. Mais un 7? Ça serait pas impossible. Ils n'ont pas mis les dés de côté. Faut dire que Tom Cruise commence à être vieux. Faut savoir qu'il fait toutes ces scénations. C'est lui qui pilote l'hélicoptère pour vrai dans le film. Ouais, mais je sens qu'il est capable encore. C'est Il est pas en impossible. forme, le gars, là. Tu sais, il y a quoi, 51, 52? Il a relevé ça encore plus haut. Il a dit en joke que si on y emmenait un bon scénario, il était prêt à le faire dans l'espace. Ça serait fou, hein? Je pense qu'il y a de quoi à faire. C'est possible. C'est possible. Il y a de quoi à faire, mais gars, Fast and Furious, ça a l'air qu'ils s'en vont vers là. Fait que... On verra bien. Écoute, je pense qu'on est rendu au moment de la note. Ouais. Tu donnes combien? 4.5 sur 5, sans hésiter. C'est un des meilleurs films d'action des 10 dernières années. J'hésite même pas à le dire. Je donne la même note, 4.5. C'est un des meilleurs films d'action des dernières années. Incroyable. C'est le meilleur de la saga. Il a relevé la qualité à un niveau incroyable. Le scénario, les personnages, le casting, les effets spéciaux, les décors, la direction artistique, tout était bon. Le réalisateur, super bon. Écoute, j'ai vraiment vu quelque chose qui tout concordait pour arriver à une qualité vraiment incroyable. Puis j'avais comme peur d'être déçu parce que le monde me hypait. Puis je suis comme finalement pas déçu du tout. Je suis comme encore plus genre heureux que mon hype. Genre, fait que c'est un signe de qualité. Là. Je suis bien d'accord. Écoute, il mérite amplement son 4.5. Ouais, définitivement. C'est déjà tout pour le podcast. Ouais. Espérons que vous avez aimé notre retour. On va être là de retour à chaque semaine. Donc, on peut toujours nous suivre sur la Ligue des Cinémas sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, le canal Cinéma, le 109 CHI. Vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Bay Prévost. Vous pouvez suivre Max
sur Facebook et Twitter, Max Taillon. Et écoutez, on vous dit, restez à l'écoute. Mais dernière petite chose, actuellement, Mathieu et moi, on travaille là-dessus. On va avoir un format vidéo qui s'en vient probablement pour la fin de l'année. Si vous voulez nous encourager avec le Patreon pour la Ligue des Cinévores, on vous invite, le lien est sur la page Facebook. On aurait besoin grandement de votre aide. On s'enligne actuellement pour vraiment un format vidéo en plus du format classique. Alors, on vous invite grandement à venir nous contribuer. Et on a hâte de vous voir la semaine prochaine. Et voilà. Ciao! La 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 la.